session décidée avec les sciences. Session qui est modérée et organisée par Jésabel Copé-Soubeyran, qui est économiste. Le format sera légèrement différent, mais la durée sera la même, 1h45, et idéalement, si on peut avoir au moins un quart d'heure et plutôt plus de discussions, ça serait très bien, ce qui nous permettra d'arrêter de faire une pause à 15h30 et ensuite de reprendre à 16h idéalement. Et donc, à toi, Jésabel. Bonjour à toutes et tous. Alors nous sommes réunis donc pour cette session format table ronde décidée avec les sciences. Merci beaucoup à Johanna Siméan de m'avoir confié la modération de cette session. Pour tout vous dire, en fait, j'étais un peu hésitante lorsque j'ai reçu le message de Johanna, parce que je me suis dit qu'animer une session comme celle-ci, c'était un peu en dehors de ma zone de confort. Et puis quand même assez rapidement, j'ai réalisé que ça entrait beaucoup en résonance avec les questions que je me pose sur la nature de mon activité en tant qu'économiste. Et d'ailleurs, ça fait vraiment écho à des questions qui ont déjà été posées ce matin. C'est-à-dire que très souvent, je me dis, mais quelle économie au juste je pratique et quelle économie je dois faire, quelle économie puis-je faire. Ce sont les questions un peu que se posait Julie Déé ce matin et voilà, dont vous discutiez. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument accepter la modération de cette session. Je me suis dit aussi que ce serait une formidable occasion en fait de croiser les champs, de croiser les disciplines, parce que nous allons parler de sciences au sens large, aussi bien de sciences dures que de sciences, on ne va pas dire molles, on va dire de sciences sociales, avec nos intervenants que je vais vous présenter dans un petit instant, qui viennent d'horizons disciplinaires différents. L'occasion aussi, bien sûr, de nous demander si la science et la décision publique sont suffisamment tournées l'une vers l'autre, de nous interroger un peu plus loin sur la neutralité de la science, sur l'éthique de la science, sur son instrumentalisation possible également, d'interroger bien sûr nos pratiques, nos démarches, nos postures en tant que chercheurs, nous demander si en tant que chercheurs on doit se contenter de décrire le monde, ou bien si on peut aller jusqu'à prescrire, si également nous devons nous faire passeurs de science, vulgarisateurs, mais au sens noble du terme, pour la transmission de la science. Est-ce que nous ne devons pas aller jusqu'à parfois nous faire lanceurs d'alerte à l'heure où la crise écologique pourrait être fatale à l'humanité? Et puis, ça aussi, ça fait écho à des questions qui ont été posées ce matin, mais lorsqu'on essaie d'orienter ainsi sa pratique scientifique, lorsqu'on essaie finalement de se tourner vers la prescription, vers la recommandation, lorsque on voit notre pratique comme un engagement, alors comment vit-on cela au sein de la communauté scientifique et puis à l'extérieur de la communauté scientifique? Quelqu'un disait ce matin, en fait, ça nous expose à des attaques supplémentaires. Ça nous expose à des attaques supplémentaires à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté scientifique. Alors ça fait pas mal de questions, tout ça, et je vous propose qu'on essaie de les organiser en 3 volets. Donc on va ouvrir 3 volets avec nos intervenants. Un premier volet
qui va porter sur science et politique publique. D'accord ? Donc vraiment dans la continuité du petit résumé qui vous avait été transmis pour présenter cette session, les décideurs politiques s'appuient-ils sur la science ? Est-ce qu'ils décident avec la science ? Quand c'est le cas, d'ailleurs, ne font-ils pas des choix, des arbitrages, des choix de registre ? Est-ce qu'il leur arrive de tourner le dos à la science, d'attaquer la science? Ça résonne beaucoup avec l'actualité du moment. Comment mettre la science, malgré tout, à la disposition des décideurs? Et cette science qu'on leur présente, qu'on essaie de vulgariser, encore une fois au sens noble du terme, est-elle neutre? Ça renvoie aux dimensions politiques, philosophiques de la science, au fait que les scientifiques n'ont pas tous la même vision du monde. Ça interfère forcément avec leur pratique de la science. Donc ça, ce sera notre premier volet. J'aimerais qu'on ouvre aussi un deuxième volet sur la science et son instrumentalisation possible par les lobbies. Vous savez ce qu'on appelle la fabrication du doute. On a entendu parler ce matin de la fabrication de l'opinion. Il y a aussi la fabrication du doute qui instrumentalise la science, donc on en parlera. Et puis, on ouvrira également un troisième volet sur science et engagement, d'accord ? Sur cette science davantage tournée vers la société, cette science que l'on essaie de pratiquer en étant plus proche des citoyens. Ça a vraiment de grosses incidences sur notre rapport, notamment à la publication académique, et ça a aussi beaucoup d'incidences donc à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté scientifique. Alors, pour ouvrir ces trois volets, eh bien, nous avons réuni avec Johanna 4 scientifiques de disciplines différentes, que je remercie grandement d'être avec nous. Alors, je vais vous les présenter par ordre alphabétique, et puis ensuite, il y aura un petit tour de parole qu'on a organisé ensemble. Donc, je vous présente d'abord Pierre-Yves Baudot, qui est sociologue et politiste à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pour laquelle j'ai forcément un grand respect, une grande amitié, puisque je suis aussi, qui fait sa recherche au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, et qui travaille sur les politiques publiques du handicap. Nous avons également avec nous Luc Multinier, merci beaucoup, qui est docteur en médecine, épidémiologiste et directeur de recherche à l'INSERM. Vous avez beaucoup travaillé, Luc, sur le chlordécone, qui est un pesticide neurotoxique. Donc, on sera riche de votre expérience sur ce sujet après cette session. Nous avons également avec nous Yamina Saeb. Alors, Yamina est une experte des politiques énergétiques. Tu es ingénieur militaire de formation, c'est ce que tu m'as dit. Tu es directrice du laboratoire des sobriétés. Et tu es rédactrice du GIEC. Tu es la Madame Sobriété, on va dire, du GIEC, et ce sera tout à fait intéressant donc, de t'entendre nous parler de la façon, de la bataille menée pour introduire cette notion dans le rapport du GIEC. Et puis enfin, nous avons Laurence Cialom, qui est économiste à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Tu es chercheuse au laboratoire Economics. Tu es spécialiste de macroéconomie financière, un bien beau domaine. Et tu as beaucoup travaillé notamment sur la capture des pouvoirs publics par le lobby bancaire. Et donc ça va nous intéresser particulièrement dans le volet instrumentalisation possible de la science. Voilà, les présentations sont faites. La table ronde est introduite et donc je vous propose que nous ouvrions le premier volet, science et politique publique. Donc les décideurs politiques s'appuient-ils sur la science, décident-ils avec la science? Quand c'est le cas, est-ce qu'ils ne font pas des choix? Est-ce que parfois ils tournent le dos à la science? Est-ce que parfois ils l'attaquent? Comment est-ce qu'on met la science à disposition des décideurs? Et cette science est-elle neutre? Peut-elle être neutre? Et on va commencer donc avec toi, Yamina. Donc, je l'ai dit, tu es rédactrice du GIEC, tu as travaillé avec le groupe 3.
Est-ce que tu peux nous relater ton expérience? Comment se bâtit en fait cette synthèse scientifique qui est destinée aux décideurs publics? Quelle bataille on mène en interne, par exemple dans ton cas, pour faire entendre cette fameuse notion de sobriété? Et puis de quoi on fait la synthèse exactement? Est-ce que certaines approches l'emportent sur d'autres au sein d'un groupe, entre les groupes, notamment bien les approches dont j'imagine tu vas nous parler, une approche plus marché, une approche plus tournée vers le bien commun. Est-ce que cette synthèse est neutre? Quand on a un peu préparé cette table ronde, tu m'as dit rien de neutre en sciences. Est-ce que les décideurs parviennent à s'emparer de cette synthèse? Est-ce que tu n'as pas le sentiment que les politiques publiques vont à rebours des sciences du climat? Et en prononçant le mot sentiment, est-ce que les sentiments ont une place dans notre discussion, dans notre pratique de la science? Voilà, tout ça fait beaucoup de questions, mais on commence comme ça avec toi. Pardon. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour comprendre comment se fait la synthèse dans le cadre d'un rapport du GIEC, il faut remonter en fait à l'histoire du GIEC. Quand est-ce que ça a été créé? Ne jamais l'oublier. En 88, à l'époque où on avait Reagan aux États-Unis et Thatcher en Angleterre. J'en dirai pas plus, je vous laisse imaginer comment était cette époque-là. Mais après, en fait, il y a dans le GIEC, alors ensuite est venu le premier rapport du GIEC qui est sorti en 90, et en 92, on a eu la Convention des Nations Unies, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc j'ai repris là ce qui est écrit sur le GIEC, donc l'article 21, Objective Scientific and Technical Advice. Et ensuite, j'ai repris un texte qui est publié sur le site du GIEC depuis 2024. Qu'est-ce que c'est que le GIEC? Neutral, policy relevant, but not policy prescriptive. Donc en fait, on est déjà dans quelque chose qui ne correspond pas à ce qui était dans la Convention. Et en fait, le GIEC, je pense, moi j'ai eu l'opportunité de contribuer, c'était très bien de le voir, de le vivre de l'intérieur. Mais le GIEC, en français, je n'arrive pas à trouver la bonne traduction. En anglais, on a deux mots. On a le mot policy et le mot politics. Et en fait, le GIEC, c'est un instrument de politics dans les mains des pays, en fait. Ça commence, comment est-ce qu'un processus du GIEC commence? Ça commence par les gouvernements qui nominent, puis après élisent un président du GIEC. Aujourd'hui, le président du GIEC, c'est Jim Skeha, qui est un Anglais. Pour son élection, toutes les ambassades de la Grande-Bretagne et d'un pays très allié à la Grande-Bretagne, dont je ne vais pas citer le nom, se sont mobilisées pour l'élection de Jim Skeha. Donc, ce n'est pas neutre. C'est politique, en fait. Ensuite, une fois qu'ils ont élu le président du GIEC, ils vont élire les coprésidents des groupes. Il y a 3 groupes. Pour chaque groupe, il y a 2 coprésidents. Et pareil, ce sont les gouvernements qui nominent, qui décident qui ils vont nominer. Et puis après, il y a tout un travail diplomatique derrière pour qu'il y ait cette élection-là. J'ai demandé à Robert Votard, qui est aujourd'hui le coprésident du groupe 1, comment tu t'es retrouvé, toi, scientifique, élu coprésident du groupe 1. Il m'a répondu, en fait, le ministère m'a demandé. Ça donne bien la réponse, quoi. Et ça, c'est le groupe 1, c'est le groupe où on fait les sciences dures, où on prétend être neutre. Moi, j'étais dans le groupe 3. Alors, dans la littérature qui analyse le GIEC, qui étudie le GIEC comme objet, ce qui est étudié, c'est plutôt, le plus souvent, c'est le groupe 3. Parce que le groupe 3, c'est ce qui a intéressé, c'est surtout étudié par les chercheurs des pays occidentaux, et nous sommes les pays qui avaient, dans le cadre du Kyoto Protocol, on avait l'obligation de réduire nos émissions. Et donc, en fait, c'est le groupe 3 qui a le plus intéressé la communauté scientifique qui travaille sur ce sujet-là. Mais en vérité, et donc il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de critiques du groupe 3. Nos collègues du groupe 1 se moquent de nous, ils disent on ne fait pas de la science parce que c'est de la science politique, un peu science sociale, enfin on mélange beaucoup de choses. Donc ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la physique. Mais en vérité, il y a beaucoup de critiques sur justement les conclusions, qu'est-ce qui se passe dans le rapport du GIEC, etc. Donc une fois qu'ils ont élu le président, les vice-présidents et les autres qui ont été nominés pour être coprésidents des groupes qui ne sont pas élus, ils deviennent élus membres du bureau du GIEC.
Enfin, il y a une limite en nombre, mais en fait, ils deviennent... Donc, tous ces gens-là, ce sont les gouvernements, au départ, qui décident. Et puis, il commence le processus pour élaborer le rapport. La première étape, et j'ai eu l'opportunité de participer 2 fois à cette première étape, c'est d'élaborer, de proposer au gouvernement un outline, une table des matières pour le rapport. On propose. Donc, nous, on se retrouve, on se bat, chacun veut mettre son sujet de recherche parce que mon sujet, c'est le sujet qui va sauver le monde. Et puis après, la table des matières, elle va au gouvernement, aux membres représentants des gouvernements. Dans notre cas, c'est le ministère de la Transition. Nous, on a 3 ministères qui travaillent dessus. Les affaires étrangères, et je crois qu'ils sont leaders. Je ne connais pas vraiment l'équilibre entre ces ministères-là. Moi, je ne suis pas dans cette sphère-là. Les affaires étrangères, la transition et la recherche. Et puis finalement, ils décident de la fameuse table des matières. Une fois qu'ils ont décidé la table des matières, ensuite, le fameux bureau neutre du GIEC, qui a été nominé par les gouvernements, eh ben, eux, ils vont publier un call pour que les auteurs postulent. Et c'est à ce moment-là que nous, on intervient. Donc, pour postuler, donc eux, ils publient le call et ça passe par ce qu'on appelle le point focal GIEC. Le point focal GIEC, jusqu'à un passé récent, était plutôt fonctionnait plutôt bien, était plutôt neutre vis-à-vis des scientifiques. Et je vais dire pourquoi est-ce qu'il est plus neutre aujourd'hui. Et donc, il publie l'appel vous postulez. Il suffit, l'une des conditions, bien sûr, si vous postulez pour rédiger un rapport de ce type-là, c'est sûr que vous êtes un chercheur dans ce domaine-là. Et donc, l'une des conditions, c'est d'avoir des publications dans ce domaine. Donc, vous décidez quelle publication vous mettez là. Et puis après, le point focal GIEC envoie tout ça au fameux bureau neutre qui va sélectionner les auteurs. La sélection, là, comment elle se fait? No man's land. Personne ne sait comment ça se fait. Donc, il y a un équilibre savant entre gender balance, geographical balance, etc. Mais en vérité, pour être sélectionné, il faudrait être connu des membres de ce bureau. En vérité. En particulier, si vous êtes un ressortissant d'un pays du Sud. Parce que vos chances, si vous êtes un ressortissant d'un pays du Sud, d'avoir des publications dans Nature Climate Change, elles sont plutôt en dessous de 0. Et donc, pour être sélectionné sur la base de vos publications. Et puis, enfin, arrive, vous êtes sélectionné, vous êtes tout content, enfin, on vous dit, vous êtes sélectionné, vous avez un certain délai pour dire oui ou non. Je pense que la plupart des gens disent oui. Et puis après, commence le processus de rédaction. Dans un rapport normal, il y a ce qu'on appelle quatre réunions internationales des auteurs du GIEC. Donc, on se retrouve tous ensemble. Alors, c'est bien, hein, c'est génial comme processus. Ça ouvre l'esprit, on retrouve les autres, des gens qu'on connaissait juste par leurs articles, puis finalement, on les rencontre. Et donc, on se retrouve pour rédiger le rapport du GIEC. La première réunion, donc après, dans la sélection, en fait, il y a différents rôles. Donc, il y a des rôles importants, il y a des rôles moins importants. Enfin, il y a des rôles qui donnent le là. Le rôle qui donne le là, en vérité, pour un chapitre, c'est le coordinateur du chapitre. Et ensuite, il y a donc Coordinating Lead Authors. Après, il y a les Lead Authors. Moi, j'étais Lead Author. Et ensuite, il y a des gens qui viennent après le processus. On les appelle les Contributing Authors. Et là, ce sont tous les doctorants, postdoctorants qui travaillent avec des sommités qui se retrouvent au GIEC, puis qu'on arrive à insérer. Et donc, par exemple, dans le rapport 7, pour le cycle 6, on a regardé ça pour un article. Donc, au départ, il y avait eu, je crois, pour chaque groupe, il devait y avoir autour de 600 à 700 candidatures. Et puis, on sélectionne dans les 250, mais à la fin des fins, vous vous retrouvez avec à peu près 700 auteurs. Ils sont sortis d'où, ceux-là? Ce sont des contributing authors. Les contributing authors, c'est les potes, les étudiants et les potes. Donc, ensuite, il y a un autre rôle qui est le rôle de review editor. Moi, j'ai été review editor du rapport de synthèse. Quand j'avais reçu que j'étais review editor, j'étais déçue, je ne voulais pas y aller. Donc, une personne du bureau m'a appelé pour me dire « Ah non, mais il faut venir et tout, c'est important. » Je dis ça, c'est bullshit role, en fait, je ne vais rien écrire. Et elle m'explique que non. En fait, le rôle du review editor, c'est de vérifier que mes collègues, enfin les auteurs, ont bien répondu à tous les commentaires qu'ils ont reçus. Et là, elle me dit, mais c'est là que tu pourras mettre ta sobriété à toi. Je dis, ah ouais? Et en fait, je suis allée et ça a marché.
Moi, je ne connaissais pas ce rôle. Donc, en fait, il y a ce rôle-là aussi qu'on peut avoir. Ensuite, commence la rédaction. Donc, dans le processus normal, la première réunion des auteurs du GIEC, on se réunit tous ensemble, il y a des plénières, et puis il y a beaucoup de réunions par chapitre. La première réunion de chaque chapitre, c'est que le coordinateur, il y en a toujours 2, donc toujours, ils essayent de faire gender, geographic balance, mais il y a beaucoup à dire sur la balance, comment ils la font. Et ensuite, la première réunion, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a de nouveau par rapport au rapport précédent? Nous, quand on s'était réunis, dans mon groupe, on était 9 au départ, on s'est retrouvés 12 à la fin grâce à ceux qu'on a rajoutés après. Et donc, moi j'avais dit, ce qu'il y a de nouveau, c'est sufficiency. On était 9, sur les 9, on était 3 à avoir entendu parler du mot. Les 3 sont basés en Europe, sont européens, des chercheurs européens. Et seulement, on n'avait pas du tout la même compréhension de sufficiency. Je me souviens de Sacha qui avait dit « Ah oui, j'ai vu un rapport et du coup, moi, j'ai pris un stagiaire qui est en train de me faire la recherche. » Et puis, il y avait un autre collègue qui est très market-oriented. Il a dit « Ah ouais, this is an excellent market tool. » Et moi, je lui dis « Are you crazy? It's not a market tool. » Et les autres, ils nous regardent, là, on discute entre nous, et puis la coordinatrice nous dit « Mais c'est quoi votre truc, la sufficiency? Ça fait 30 ans que je travaille là-dessus, moi, j'ai jamais entendu parler. » Et donc là, hop, on se regarde. En fait, il n'y a pas de définition du mot sufficiency, quoi. Et puis, de petit à petit, donc moi, j'essaie d'expliquer, parce que moi, j'ai fait d'abord des études, je suis ingénieur en bâtiment, j'ai longtemps enseigné dans les écoles d'architecture, j'explique l'architecture bioclimatique, tu évites en amont les besoins de froid, de chaleur, etc. Alors, dans mon groupe, dans mon chapitre, tout le monde dit, bah, mais ça, c'est du bon sens. Et pourquoi c'est pas dans les politiques? Moi, je leur explique parce que si vous mettez ça dans les politiques, il y a beaucoup de gens qui se feront plus de fric. Et alors, le collègue qui est market-oriented, il me fait « Tu es trop radical, toi. De toute façon, toi, tu es trop radical et je me demande ce que tu fais là. » Je dis « Pour radicaliser un peu le rapport. » Et donc, finalement, dans notre chapitre, tout de suite, on se met d'accord qu'il nous faut sobriété. Et moi, je leur avais dit, j'avais utilisé comme argument que le mot sobriété apparaît dans la loi française sur la transition. Je suis déjà dite. Je vais arrêter. Alors, ça apparaît dans la loi française sur la transition énergétique de 2015. Et donc, du coup, je ne l'ai pas inventé, c'est dans un texte de loi. Et comme on écrit pour les politiques, alors du coup, tout le monde a accepté. Mais après, il faut aller défendre la conclusion de notre chapitre ailleurs. Le problème, c'est que ceux qui vont aller défendre, ce sont les coordinateurs. Donc, si vous vous amenez avec quelque chose de nouveau, il peut probable que les coordinateurs soient suffisamment armés pour défendre le truc. Du coup, je me suis retrouvée pendant les 3 années d'écriture du rapport du GIEC, à écrire des emails et des emails. J'ai tout gardé et maintenant je vais publier tout ça. Des emails et des emails pour ma coordinatrice pour qu'elle réponde. À cette époque-là, le président du groupe 3, c'est l'actuel président du GIEC, qui lui avait jusqu'à la fin mis les bâtons dans les roues pour ne pas avoir le mot sobriété dedans. Et surtout, je vais finir sur ce point-là, parce que le rapport avec les gouvernements, c'est que dans le processus du GIEC, les rapports du GIEC sont revus par les représentants du gouvernement, les fameuses personnes-là qui vont nominer les gens au départ. Et donc, il y a un pays très puissant, maintenant il ne fait plus partie du GIEC, qui ne voulait pas du mot sufficiency, en fait. Et donc, il y avait plein de commandes, donc ils ne vont jamais dire « it's stupid », etc. C'est écrit de façon très diplomatique. Du coup, quand on a reçu les commentaires jusqu'à la dernière minute, mais vraiment jusqu'à la dernière semaine, il a fallu batailler pour garder le mot sufficiency là-bas. Il y a une exigence dans le rapport du GIEC, c'est qu'il faut que ça soit déjà publié, ce que vous mettez, ça soit déjà publié dans une revue à comité de lecture. Mais ça ne dit pas le type d'article, là, en fait. Ça dit juste peer-reviewed journal. Et donc, moi, je n'avais pas eu le temps de faire l'article entier. J'ai publié un commentaire, ce qu'on appelle un commentaire, mais j'ai mis plein de références dedans. Et j'avais mis ça, c'est de là que vient cette fameuse définition qui est dans le rapport du GIEC. Et donc, j'ai un email qui dit... Et la définition vient de l'autrice qui nous a saoulés pendant 3 ans avec le mot sobriété. Donc, qu'est-ce que je fais? Et donc, ça passe pas. Donc, Louisa m'appelle, notre coordinatrice, elle me fait « Yamina, ça passe pas ton truc. » Et donc, je lui dis « That's easy. White male, British white male who does not want concept. I will just add Thomas Princeton name. White American male. » J'ai rajouté dans la définition, j'ai mis, à côté de mon nom, j'ai mis Thomas Princeton, qui m'avait beaucoup inspiré, mais la définition ne venait pas de lui. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Merci beaucoup pour ce premier temps. On va prolonger notre exploration avec Pierre-Yves Baudot. Quand les autorités publiques s'appuient sur la science,
il y a des choix, hein, parfois qui sont faits, des arbitrages qui sont faits. Peut-être que voilà, ils sont amenés à choisir un peu ce qui les arrange, et notamment dans le cas du confinement. On en avait discuté, on se souvient que les autorités se sont appuyées sur certains registres des sciences cognitives en oubliant certains enseignements des sciences sociales. Donc tu as été assez attentif à ça, tu vas nous en parler. Ta recherche est consacrée au handicap, aux politiques d'accompagnement de ces situations. Grand voile d'ignorance autour de ces sujets-là. Comment on lève le voile d'ignorance sur certains sujets? Comment est-ce qu'on arrive à faire circuler les résultats de la recherche? Tu as une expérience de délégation de recherche, donc tu vas nous en parler également. Je te cède le micro. Pour 10 minutes. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup, Johanna, pour l'invitation. Merci beaucoup, Isabelle, pour l'animation de la table ronde et la discussion qu'on a eue en amont pour préparer. Alors effectivement, je travaille sur les politiques du handicap et je finalise, enfin là ça va sortir, un bouquin sur les politiques du confinement et sur les raisons pour lesquelles nous nous sommes confinés au printemps 2020. Et donc ça a été l'occasion, voilà, de lire beaucoup de choses qui sont sorties sur le confinement. Et de comprendre et de discuter, parce que c'est un des enjeux cruciaux dans la littérature, la nature des relations entre science et politique, c'est-à-dire dans quelle mesure la science a pu éclairer ou participer à la prise de décision. Et dans le travail d'un historien des contaminations, des contagions et des épidémies qui s'appelle Peter Baldwin, qui est un peu le grand historien quand même de l'histoire des contaminations et du choléra, il s'est intéressé donc à la question du confinement britannique, et il a montré qu'en fait on n'était pas dans une alternative science-non-science, mais on était plutôt dans une question de choix entre des options scientifiques. Et il montre notamment comment je vais prendre un exemple anglais histoire qu'il n'y ait pas de problème, comment autour de Boris Johnson sont en concurrence deux types de sciences, l'épidémiologie qui est durablement ancrée notamment par ses liens avec le NHS et qui appuyait vraiment sur des connaissances médicales, et puis une science qui est relativement nouvelle mais qui a gagné très fortement en audience dans l'appareil conceptuel de prise de décision britannique qui est la science comportementale. Et depuis 2010 il y a des nudge units, donc des unités, on en a en France aussi, hein, ne soyez pas jalouse. On a la direction interministérielle de la transformation publique, la DITP. On a une nudge unit composée de 10 personnes qui font de la science comportementale et qui dessinent et définissent les sites internet, notamment, pas que, mais les sites internet notamment des administrations. Et ces nudge units ont gagné beaucoup en audience au cours de la décennie qui précède le Covid. Et Baldwin montre comment en fait Johnson est soumis à deux pressions contradictoires. Les épidémiologues lui disant confine maintenant parce que sinon tu vas arriver à des chiffres de morts qui risquent d'être considérables, et les comportementalistes qui lui disent confine plus tard parce que sinon tu vas être confronté à une behavioral fatigue, donc les Anglais vont lâcher l'affaire et vont pas être capables de se confiner longtemps, donc il faut confiner le plus tard possible. Et finalement, donc, Johnson va finir par choisir le camp des épidémiologues, mais les comportementalistes ont été suffisamment puissants pour retarder d'au moins 15 jours la prise de décision du confinement. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre le fait de décider avec la science, non pas comme une alternative qui serait décidée avec ou décidée sans, mais décider plutôt avec quel type de science. Bon. Et d'envisager ça comme une rencontre entre un champ de la décision politique ou un champ politique et un champ de la production scientifique. Et de comprendre comment se nouent les liens entre telle ou telle version ou telle partie de ces champs, et de comprendre aussi comment la rencontre, quand une décision est prise avec de la science, quel est l'effet retour sur le champ scientifique de la décision politique. Revenons en France, toujours à propos du Covid, pour le déconfinement, donc Jean Castex, Premier ministre, met en place autour de lui une équipe, un Covid unit spécialisé dans la préparation du déconfinement. Et dans ce Covid unit, on va trouver Coralie Chevalier,
qui est professeure de sciences cognitives ici à l'ENS, qui a été vice-présidente de PSL, directrice du cycle pluridisciplinaire d'enseignement supérieur, et qui va, grâce à, je ne sais pas, je ne lui ai jamais demandé, mais qui va, de par ce passage-là, voir sa position universitaire renforcée, et elle est aujourd'hui donc présidente du HCERS. Et il est possible que tous ces éléments-là soient évidemment liés. Donc il y a un effet retour, évidemment, de la relation politique. Ça veut dire que, comme en fait dans n'importe quel type de champ, l'État est en mesure de fabriquer des hiérarchies à l'intérieur des acteurs scientifiques qui vont se retrouver favorisés ou défavorisés. Choix aussi parce que à ce moment-là, au moment de la prise de décision, il y a tout un tas d'options qui sont portées notamment par des formes d'épidémiologie, mais également par des médecins de santé publique ou encore par des sociologues qui défendent une hypothèse de santé communautaire. Ça veut dire en disant, on n'est pas... peut-être certainement qu'il faut confiner, peut-être qu'il faut effectivement enfermer les gens chez eux, mais il y a des méthodes de régulation de ce confinement qui peuvent être bien différentes que celles de l'attestation de sortie, que celles de la privation intégrale de sortie, et donc des logiques plus communautaires d'entraide et de soutien, notamment pour rendre ce confinement possible. Cette dimension-là scientifique qui est pourtant établie, on a une série de recherches, je pense notamment aux travaux de Valérie Reed à l'IRD, qui sur des pays africains va notamment montrer l'importance de cette dynamique communautaire. Ces travaux-là sont intégralement ignorés. Et pourtant, on a aussi en France, c'est évidemment la longue durée de l'épidémie de sida, on a aussi un ensemble de travaux qui nous montrent l'importance de cette dynamique communautaire dans la production de la santé. Donc il y a bien un choix qui est effectué. Et donc la question, c'est de savoir comment et par qui et par quel réseau s'effectuent ces interdépendances. Ça nous invite aussi à éviter de considérer la science comme une dynamique qui serait, comme une profession, une activité qui serait uniquement réalisée à l'intérieur d'une tour d'ivoire. Et puis ensuite, on publie dans Nature ou dans Gouvernement et Action publique. Et puis on voit, alors les deux revues n'ont évidemment pas du tout la même importance, mais mais j'ai essayé, voilà, vu que je suis membre de Gouvernement et Action publique, j'ai essayé d'élever un petit peu ma revue. Et donc, et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc le but du jeu, c'est pas de produire une science qui ensuite est mise à disposition, on ne sait pas trop comment, d'un certain nombre d'acteurs, parce qu'on a publié, évidemment, il y a tout un service après-vente à réaliser. Et donc, en fait, la science doit être définie par un ensemble d'interdépendances plutôt que par une autonomie, où l'autonomie doit être conçue comme le résultat d'une interdépendance. Et donc, il faut qu'on se batte, il faut qu'on lutte, je pense, en tant que scientifique, pour entretenir et préserver ces interdépendances avec différents types de mondes, le reste du monde académique, le monde politique, le monde militant, le monde associatif, le monde économique, etc. Après ça, à l'inverse, cette rencontre entre science et politique, elle peut aussi produire des effets un peu étranges. Donc là, par exemple, j'anime dans le cadre d'une instance administrative qui s'appelle le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, qui est une instance qui a été créée par la loi de 1975 pour organiser un peu les relations entre les associations gestionnaires d'établissements, celles qui gèrent les instituts médico-éducatifs, les établissements et services d'accompagnement par le travail, etc., et la puissance administrative. C'est en fait le lieu de rencontre entre l'administration et ceux qui vont mettre en œuvre concrètement sur le terrain l'action publique. Et donc il y a des personnalités qualifiées et donc j'ai été membre de ce CNCPH au titre de mes recherches sur les questions de handicap, et j'ai souhaité en sortir, et on m'a comme cadeau d'au revoir confié donc le soin de m'occuper d'une délégation recherche, qui est donc un lieu qu'il a fallu que j'invente intégralement, où j'avais proposé que se rencontrent des chercheurs et des membres de ce Conseil national, et donc des associations de gestion. Et donc moi j'ai proposé et je défends un programme qui est un programme qui est tout type de déficience confondue. Donc dans les recherches que je fais présenter par des collègues chercheurs, chercheuses, c'est tout type de déficience confondue. Ça veut dire on va avoir une recherche transversale, par exemple, je prends mon objet sur le logement des personnes handicapées, on va avoir une séance sur la statistique en matière de handicap. Et en face de moi, j'ai des interlocuteurs qui sont représentants d'associations, souvent des associations soit de personnes directement concernées, soit de personnes gestionnaires d'établissements, et qui sont là pour défendre
une cause particulière, la cause des personnes sourdes, la cause des personnes aveugles, la cause des personnes myopathes, la cause des... Et en fait, j'ai des chercheurs et des chercheuses qui interviennent en disant le handicap ceci, le handicap cela, et des questions qui sont et comment ça se passe pour les sourds, et comment ça se passe pour les aveugles, et comment ça se passe pour les chiens, et comment ça... Et donc la dernière fois, on s'est un peu, pas énervé, mais il y a eu un petit peu de tension. J'ai pas de pitch comme ça, de smoking gun argument comme vous avez vous à la fin. J'ai pas ça, mais on a quand même des tensions assez fortes sur la représentation que des chercheurs peuvent se faire d'un problème. Représentation qui est basée sur l'idée que au-delà de la déficience proprement dit en matière de handicap, ce qui va être déterminant, c'est l'oppression qui est subie par les personnes handicapées dès lors, enfin qui est vécue par les personnes handicapées dès lors qu'elles ont une fonction productive ou reproductive qui dysfonctionne. Ce qu'on appelle dans le monde militant du validisme, quoi. Et qui est construit sur la même analogie que le sexisme, enfin en analogie avec le sexisme ou le racisme, qui serait une forme de domination comme race, classe, genre. On pourrait faire race, classe, genre, handicap en fait en réalité. Et donc cette représentation qui est propre en fait à une entrée de sciences sociales sur le sujet et une représentation qui est celle des acteurs qui eux en fait ont comme population cible la population qui vit avec une déficience particulière. Et j'avoue, je ne m'attendais pas, enfin, je pensais, peut-être de façon un peu naïve, mais je pensais qu'on était globalement d'accord pour dire qu'à l'intérieur de la catégorie handicap, les situations étaient globalement comparables à partir du moment où... Bon. Et en fait, j'ai découvert que c'est absolument pas le cas. Et cette tension-là, elle est structurante en fait dans nos échanges. Je termine là-dessus. De cette expérience à la délégation recherche et puis des travaux que j'ai pu faire sur le confinement, je m'aperçois que pour organiser cette relation, il est nécessaire que le scientifique qu'il adopte une position qui est une position de go-between, quoi, c'est-à-dire une position d'intermédiaire entre un monde de la production des connaissances dont il est partie prenante et auquel il faut qu'il colle, c'est-à-dire il doit nécessairement répondre aux standards qui sont les standards de production de son champ, pour pouvoir prétendre être réellement un scientifique. Bon. Et en même temps, il faut qu'il soit autre chose dans l'échange, c'est-à-dire qu'il ait une double casquette ou une double conscience, quoi. Il faut qu'il soit aussi dans la capacité d'échange avec autrui et qu'il utilise sa capacité d'empathie pour comprendre la façon dont les interlocuteurs qui peuvent être les siens réfléchissent. Et qu'il faut qu'il joue en permanence, enfin qu'il ou elle, en tout cas que le scientifique passe son temps à alterner entre ces différents rôles. Là, le fait de coller, de satisfaire les attentes d'une production académique et donc de continuer à produire de la recherche stricto sensu tout en ayant en tête la façon dont cette recherche peut être utile et captée par le monde militant. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, Luc Multinier, pour clore ce premier volet avec vos recherches épidémiologiques que vous avez menées avec des chercheurs de l'INSERM et qui ont permis d'identifier des risques sanitaires entraînés par l'exposition des populations aux Antilles françaises, notamment au chlordécone, qui a été reconnu comme un pesticide neurotoxique, reprotoxique, cancérogène, perturbateur endocrinien. Et vos travaux ont contribué à orienter des actions de prévention, à soutenir les évaluations de risques, la gestion de risques sanitaires. Est-ce que vous pouvez nous relater cette expérience-là? Et c'est ça qui va clore notre premier volet. Et puis on vous laissera la parole après, je ferai une petite transition pour le volet suivant, parce que bon, je ne veux pas vous spoiler, mais c'est une belle histoire que vous allez commencer par nous raconter, puis on verra comment ça s'est prolongé. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc la première partie de mon intervention va être essentiellement descriptive. Voilà. La deuxième risque d'être un peu plus active ou chaude, je ne sais pas comment le dire. Alors, je ne sais pas si toute l'assistance a une bonne connaissance de la problématique du chlordécone aux Antilles. Je pense que tout le monde en a entendu parler, mais on pourrait la résumer par probablement la plus grande catastrophe environnementale qui a eu à subir la France dans son histoire. Voilà, il faudrait remonter alors à très très loin. Je vais vous parler de la... Alors c'est une histoire à rebondissement et je vais vous parler de la période contemporaine uniquement, pour l'instant. Le dossier commence en 1999 lorsque les
service décentralisé de l'État qui s'occupe de la santé et de l'environnement en Guadeloupe et en Martinique, détecte et met en évidence la présence du chlordécone, qui est effectivement un insecticide qui fut utilisé jadis dans la culture de la banane, eh bien, sa présence dans les eaux destinées à la consommation à des taux bien supérieurs à ceux qui constituent les normes européennes de potabilité des eaux. Comme il y avait quand même un petit peu de mémoire historique, cet événement a originé, bien sûr, de savoir d'où venait le problème, et en 2-3 ans, on a identifié le problème. En fait, c'était cette molécule qui avait été épandue sur les champs de bananes, qui a la particularité de ne pas se dégrader. Ils étaient toujours présentes, et par un effet de percolation des sols, dans des territoires où, comme vous savez, il pleut beaucoup, eh bien, ça polluait les nappes phréatiques, les eaux souterraines et de surface, d'où la présence dans les eaux de consommation, mais ce n'est pas tout. Ça aussi contaminait la chaîne alimentaire, végétale, animale, terrestre, aquatique de rivière et aussi du littoral. Résultat des courses, vers 2002-2003, le diagnostic était au moins un tiers des surfaces agricoles utiles de la Guadeloupe et de la Martinique, et au moins un tiers des littoraux de la Guadeloupe et de la Martinique étaient contaminés par cette molécule, dont la toxicité était déjà connue et avérée depuis fort longtemps, et en plus face à une substance dont on savait que, et d'autres études l'ont montré, qu'il faudrait des dizaines, voire plusieurs siècles pour qu'elle disparaisse de cet environnement. Imaginez juste une seconde, c'est par rapport à ma région d'origine, qu'un tiers des surfaces agricoles de la Bretagne et un tiers des littoraux marins de la Bretagne soient pollués par quelque chose de persistant. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un amococadix tous les 5 minutes. Voilà, pour vous dire. Bien. À partir de là, on s'est posé, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il en est des populations humaines? Et rapidement, on a montré que la majorité, sinon que la quasi-totalité des populations, adultes, enfants, femmes enceintes, nourrissons, nouveau-nés, etc., eh bien, on trouvait du chlordécone dans leur sang, et surtout que c'était le polluant ou le contaminant, celui qui était le plus fréquemment présent et aux taux les plus élevés. Donc ça se distinguait de toute la myriade de contaminants auxquels nous sommes tous soumis depuis des décennies, que ce soit ici en Guadeloupe ou au Kazakhstan. Et la question qui s'est posée, bien sûr, c'est toujours pareil, quel risque pour la santé humaine des populations? Alors, on connaissait bien sûr la dangerosité de la molécule, en long, en large et en travers, sauf que vous voyez la notion de risque, il faut tenir compte du danger, bien sûr, mais aussi tenir compte des niveaux d'exposition, parce que si on n'est pas exposé à une molécule très dangereuse, il n'y a aucun risque. Et donc, c'est là que voilà, j'ai entrepris avec d'autres collègues des travaux, à partir du début des années 2000, pour identifier les risques sanitaires associés à la contamination des populations, tenant compte des niveaux de contamination. Il ne fallait pas se rater parce que j'avais déjà conscience qu'il ne suffisait pas de faire des travaux et de publier dans des excellentes revues, mais qu'il y avait un enjeu populationnel. Populationnel dans un territoire bien particulier, et pas quelque chose de général lorsqu'on parle de contaminants qu'on trouve en Europe, dans le monde, très bien, voilà. Mais là, c'était vraiment un territoire qui, par ailleurs, avait toutes ses particularités historiques, et je ne vous fais pas un dessin là-dessus, et problématiques économiques, sociétales, etc., diverses. Et donc, il était important que ces recherches puissent se traduire aussi de façon pragmatique à travers un dialogue avec les autorités. Et ça me rappelle ce que vous venez de dire, ce fameux go-between sur lequel on a essayé, et j'ai essayé de mon mieux de faire pour que chaque fois qu'il y avait de la production scientifique, eh bien, on puisse répondre aux autorités à leurs inquiétudes, parce qu'en gros, ils me disaient, très bien, vous avez publié ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ils attendaient de notre part des suggestions, des propositions. Voilà, après, c'était à eux de décider. Donc, pendant toutes ces années, on a mené, je dirais, il faut reconnaître aussi, assez confortablement ces recherches. Je dis assez confortablement parce que la puissance publique, dès le début des années 2000, a mis les moyens financiers nécessaires. Bien sûr, en tant que chercheur, ce n'est jamais assez. Et si on avait eu plus, on aurait mieux fait. Mais voilà, c'était tenant compte du contexte
très correctes. Je nomme notamment les financements provenant du ministère de la Santé. Après, bien sûr, il y a d'autres circuits de financement que nous connaissons tous bien. Et cela nous a permis d'entreprendre des études, ce qu'on appelle épidémiologiques, donc en population générale. Et bien sûr, on s'est orienté vers les risques qui nous semblaient, tenant compte bien sûr de la prévalence des maladies dans ces territoires, mais aussi de ce qu'on savait de la toxicologie, de nous orienter, parce que sinon on va partir, bon, qu'est-ce qu'on va chercher, on ne sait pas. Donc, et on avait le risque cancérogène, on avait le risque neurotoxique, le risque reprotoxique et neurotoxique. Et donc, ces études, à quoi ils ont conclu? Alors je fais de façon très synthétique. On a montré que l'exposition des populations au chlordécone entraînait une augmentation de risque de survenue du cancer de la prostate. Ça, c'est chez les hommes. Chez les femmes enceintes, une augmentation de risque de survenue de naissance prématurée. Et chez les nourrissons et chez les enfants, des moins bons scores estimant le neurodéveloppement. Alors quand je dis score, c'est que vous savez, il y a toute une série de tests, batteries de tests qui sont utilisés en médecine et par les psychologues pour détecter les problèmes neurocomportementaux, et nous avons montré un impact significatif dans l'exposition soit maternelle, soit des enfants eux-mêmes sur ces scores-là. Alors, difficile de traduire en événements de santé, mais ça ne préjuge pas quelque chose de très positif pour le développement ultérieur. Alors j'en suis où? Parce que je voudrais... Voilà, il y a 3 minutes. Voilà. Donc, là, je viens de résumer l'action. Alors, pour continuer dans ce sens-là, il y a eu un très gros travail, bien sûr. Alors, d'une part, d'échanges avec les pouvoirs publics, qui, je dirais que qui en gros ont suivi, sinon pas mes conseils, parce que nos conseils, mais en tout cas qu'ils ont tenu compte de ce que nous produisions, en demandant après à d'autres structures, la Haute Autorité de Santé, etc., un certain nombre de recommandations, ou par exemple le risque concernant l'allaitement, puisque on avait montré que malheureusement le lait maternel pouvait contenir et donc transmettre également du chlordécone, donc il était important aussi de pouvoir établir ces risques-là. Donc ces échanges-là ont été, et avant de m'avancer sur la deuxième partie, je dirais très fructueux. Et je peux dire et je peux témoigner que franchement, mes interactions avec les pouvoirs publics, alors centraux ou décentralisés, ont toujours été francs, directs et à l'écoute. Bon. Le deuxième niveau d'échange, je conclurai par là, c'est l'échange avec le grand public. Une des choses sur lesquelles je suis le plus fier, personnellement, c'est qu'au cours de ces 20 dernières années, à peu près, j'ai dû faire à peu près 300 interventions publiques en Guadeloupe et en Martinique. Alors, à tout le monde, tout public. Et je vais vous en citer 2. Des représentants de l'Église évangélique, ou bien des affiliés à la Ligue communiste révolutionnaire. Donc, j'étais sollicité, parfois ils étaient 5, ils étaient 10, ils étaient 50, et qui demandaient, c'est l'époque où je résidais, où soit je résidais, soit j'allais très régulièrement, et il y avait une très grande demande. Et je pense que ça, c'est un rôle important du chercheur, qui n'est pas facile à faire, et qui est celui de communiquer. Alors, pour pouvoir communiquer, il faut être armé, il faut avoir les éléments de langage, il faut savoir comment on s'adresse, parce que bien sûr, on ne s'adresse pas de la même façon à un public scientifique qu'à monsieur et madame tout le monde. Et des fois, monsieur et madame tout le monde savent à peine lire et écrire. Hein. Donc aussi, il faut se remettre. Mais je pense que ça, c'est un travail aussi qui a été fait sur le terrain, là, pas que moi seul, mais qui a été partagé par nombreux de mes collègues. Et je voudrais clore là sur ce qui a été l'action, ce qui a été mené ces dernières années sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Donc ça, c'était le bon côté de l'histoire. Vous avez bien compris tout à l'heure que quand j'ai dit que Luc allait nous raconter une belle histoire, c'était pas l'histoire du chlordécone en elle-même, qui est vraiment pas une belle histoire, mais le côté belle histoire, c'est finalement la relation avec la puissance publique qui s'est montrée aidante.
qui a soutenu les travaux, qui a été à l'écoute, qui a tenu compte des résultats pour orienter la politique sanitaire. Donc c'est ça le côté belle histoire. Et en fait, quand vous relatez cette expérience dans un article, eh bien, la suite de l'article, ça s'ouvre de la manière suivante, c'est malheureusement les faits scientifiques n'ont pas empêché la fabrique du doute, et le doute n'est pas forcément venu de là où on l'attend. Donc voilà, la question qui va ouvrir notre deuxième volet, d'accord, deuxième volet sur la fabrication du doute, sur l'instrumentalisation possible de la science par les lobbies, c'est celle-ci. C'est d'où est venue la fabrique du doute. Donc je vous redonne la parole pour un petit temps. Voilà. Donc j'enchaîne. Alors on aurait pu penser que la fabrique du doute ou le questionnement aurait provenu de ceux qui, à l'époque, en 1980, avaient beaucoup insisté pour que cette molécule soit réutilisée aux Antilles, etc. Et qui le demandaient, c'était en fait les grands producteurs de bananes, soyons clairs, qui, dans certains territoires, notamment la Martinique, sont assimilés au béquet. Alors vous voyez très bien les portes que ça ouvre là-dessus. Bien. On aurait pu penser que ça va là. Et en fait, je peux témoigner que de ce côté-là, je n'ai eu qu'une oreille attentive, conciliante, en disant ben oui, voilà. Non, le problème est venu d'ailleurs. En fait, c'est en 2010, alors d'abord c'est très anecdotique, c'est une rumeur. Je dis rumeur parce que même si ça m'est parvenu à mes oreilles par quelqu'un à qui j'ai une très grande confiance, un serviteur de l'État à qui j'ai une très grande confiance, comme tout journaliste, pas comme un journaliste, je ne peux pas la reconfirmer. Donc je mets rumeur, et j'ai su qu'après, au moment de notre première publication sur le risque de cancer de la prostate, qui à l'époque a fait en 2010 beaucoup de bruit médiatique, il y aurait eu un conseiller du ministre de la Santé qui aurait voulu qu'il y ait une démarche ministérielle auprès de l'éditeur de la revue scientifique aux États-Unis pour s'opposer à sa publication. En fait, on avait informé les autorités de la future publication, donc l'article avait été accepté, et puis il y avait des délais avant la publication. Bon, j'ai pris ça comme quelque chose d'anecdotique, voilà. Et puis, quelques années plus tard, je saute quelques années, et je me mets en septembre 2018, octobre 2018, lorsque le président Macron se déplace en Martinique et à Morne-à-l'Eau, à Morne-Rouge, il fait deux déclarations importantes. La première, c'est le premier président qui reconnaît, au moins partiellement, que le chlordécone constitue une grande catastrophe environnementale. Donc, mais dans la phrase qui suit, il dit pour autant, rien ne nous indique que ça soit mauvais pour la santé. 2018, alors que tous les travaux que je viens de vous dire sont des travaux dont les publications vont de 2010 à 2015. Là, le corps, après, il y en a eu d'autres, hein, mais bon, ce que je viens de vous dire. Donc ça surprend tout le monde. Mais en fait, ça rejoint d'autres déclarations faites à cette même période. Ou plutôt, je me mets quelques mois plus tard, donc cette fois-ci, on est en 2019, février 2019, où le président Macron, à l'Élysée, reçoit des élus de l'Outre-mer. Et il revient sur la question en disant expressément, tout ça c'est sourcé, hein, bien entendu, hein, et voilà, enfin, rien n'affirme ni que le chlordécone soit cancérigène. Ça me fait rappeler que le rôle cancérigène de chlordécone avait déjà été établi par le Centre international à la recherche sur le cancer en 1979, je ferme la parenthèse. Bon. Et nous, on avait fait d'autres travaux. Et donc, ça crée un certain désarroi. Il faut dire que simultanément, à la même période, la ministre de la Santé, donc du président Macron, la première ministre, ancienne présidente de l'Institut national de cancer, en remet une couche dans le même sens à l'Assemblée nationale en disant que voilà, les travaux que nous avons faits ne montrent rien ou en tout cas ne sont pas convaincants. Et quelques temps plus tard, devant la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone, c'est le président de l'Institut national du
cancer, donc l'actuel, qui fait des déclarations similaires. Là aussi, pour l'anecdote, l'INCa décide de mettre en place un comité scientifique international pour lancer un programme de recherche sur chlordécone et cancer aux Antilles. Et ils font appel à un conseil scientifique international de la plus haute qualité. Je n'ai rien à dire. La présidente, c'est la présidente justement du Centre international de la recherche sur le cancer. Et ce groupe-là réunit les meilleurs épidémiologistes du monde, dans lequel je suis en admiration pour la plupart. Ils font un rapport et ils concluent que sur nos travaux, il n'y a absolument rien à dire. Ils le disent comme ça, en anglais. Mais il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de... Alors, quelles sont les conséquences de tout cela? Les conséquences sont que c'est très mal pris aux Antilles, où la population qui connaît, bien sûr, depuis le début des années 2000, ce problème environnemental et sanitaire, avec des conséquences d'ordre économique, social, etc., qui essaye de faire avec, c'est-à-dire, j'ai connu cette période jusqu'au moins 2015-2016, dans laquelle l'Antillais disait, bon, ben voilà, c'est manque de peau, manque de chance, on subit cela, il faut bien vivre avec, il va falloir que bien sûr on fasse le nécessaire pour éviter de continuer à être contaminé. Dans ce sens, l'action de l'État s'est développée positivement et activement. Mais lorsque les plus hautes autorités de l'État, y compris devant les élus, qui se sont étouffés en écoutant bien sûr les paroles de nos plus hauts représentants de l'État, se sont dit, mais il y a un problème, on essaye de nous étouffer. Ce qui est là encore très paradoxal, c'est que simultanément à ces événements, donc 2018-2019, le gouvernement différents ministères, demande à l'INSERM, à travers son expertise collective de pesticides et santé, de se prononcer sur la causalité chlordécone cancer de la prostate. Et en 2021, l'INSERM conclut que la relation de causalité est vraisemblable. On dit vraisemblable parce que dans les sciences de la vie, il est impossible de dire oui, elle est absolue et certaine. Ça, c'est aristotélicien ou platonicien en termes de démarche de causalité. Mais dit, elle est vraisemblable. Résultat des courses, quelques mois plus tard, la commission qui dépend du ministère du Travail, de reconnaissance des maladies professionnelles et l'ANSES estime également que la relation est vraisemblablement causale et le gouvernement se trouve donc coincé quelque part et reconnaît le cancer de la prostate comme maladie professionnelle liée non seulement au chlordécone mais à l'ensemble des pesticides. Fin de l'histoire. Pourquoi? Et je n'ai pas la réponse. On crée le doute. Et pas par n'importe qui. Pendant quelque temps, sur un fait scientifique sur lequel il n'y a aucune controverse. Il n'y a pas de controverse. Si vous me disiez cancer et glyphosate, alors la controverse, il y en a. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais sur le chlordécone, il n'y en a aucune. Vous ne trouverez pas la moindre trace de controverse scientifique dans la littérature, si ce n'est les propos publics, la ministre de la Santé, le président de l'Institut national du cancer et du président de la République. Pourquoi? Alors, une des hypothèses, c'est que, comme dans ce dossier, qui est responsable du dossier chlordécone? De mon point de vue, je pense que ça, beaucoup de gens sont d'accord, c'est la responsabilité de l'État lorsqu'en 1981, le ministère de l'Agriculture autorisa ou réautorisa l'usage du chlordécone dans la culture de la banane. Alors que les données scientifiques de l'époque étaient parfaitement nettes, claires et établies. Donc, responsabilité de l'État. Et est-ce qu'ils ont essayé de mettre le frein ou la pédale douce pour éviter la question, qui n'est toujours pas réglée, entre parenthèses, de la responsabilité, surtout de la réparation? Parce que bien sûr, le peuple antillais demande réparation. Alors, sous quelle forme doit être cette réparation? Ça, c'est une autre histoire. Mais demande réparation. Et pour l'instant, il n'y a pas une voie qui
ait répondu à cela. Les procédures judiciaires sont toujours en lycée, comme vous le savez, et le président Macron a reconnu en partie la responsabilité de l'État pour une catastrophe environnementale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe environnementale si elle n'a pas de conséquences sur la santé humaine ou sur la santé des êtres vivants? Parce que là aussi, il n'y a strictement rien, c'est vraiment la santé humaine. Donc, voilà le paradoxe et auquel je voulais vous faire part. Merci beaucoup. Alors, on va prolonger ce deuxième volet avec toi, Laurence, parce que la fabrication du doute, les marchands de doute sont très présents dans le domaine de la finance. Et là, la question qui nous intéresse, c'est la question de savoir comment la science peut se retrouver instrumentalisée par les lobbies. Comment permet-elle d'opérer une capture des autorités publiques, voire parfois aussi de l'opinion. Ton ouvrage, La fascination de l'ogre, que tu as publié en 2019, donc ça fait quelques années, était consacré à ces questions. Il n'a pas trop vieilli, hein, pour tout dire. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bonjour à tous et merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Je trouve que tous les débats sont passionnants jusque-là. Donc oui, l'histoire de cet ouvrage est vraiment en plein dans la thématique de la table ronde. En fait, donc pour dire d'où je parle, je suis économiste et je travaillais sur des questions de stabilité financière, de crise financière, de politique publique, de stabilité financière, le rôle des banques centrales, etc., bien avant la crise financière. Et à la vérité, avant la crise financière, c'était des travaux qui étaient un peu à contre-courant, hein. C'est-à-dire le dogme économique était plutôt un dogme, on croyait que la finance pouvait s'autoréguler, enfin, je vous passe les détails. Et puis subitement, avec la crise, il y a eu comme une longueur d'avance de ceux qui travaillaient de longue date sur ces questions. Et naïvement, comme beaucoup de mes collègues, peut-être toi, Isabelle, j'ai cru que compte tenu du coût de la crise, du coût pour les finances publiques, du coût social, etc., on allait véritablement réglementer la finance de manière à mettre un peu la société à l'abri, disons, des conséquences économiques et sociales d'une telle crise. Et j'ai été vraiment sidérée de la vitesse à laquelle la parole des lobbies bancaires a regagné du poids et a été capable de freiner tout un tas de réglementations. Donc, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'on n'a pas réglementé, mais le niveau de réglementation financière et bancaire que l'on a adopté ne met pas la société ne protège pas suffisamment la société. Si on avait des pertes du niveau de celles qu'on a eues au moment de la crise financière et bancaire de 2007-2008, nos banques, elles résistent toujours pas. Donc, ce qui m'a intéressée, c'est mais comment que ça se fait, quoi ? Qu'est-ce qui peut expliquer cette capacité de restauration en fait du pouvoir d'influence des lobbies, y compris après une catastrophe pareille. Et donc j'ai commencé à écrire ce bouquin en m'interrogeant sur la capture. Alors évidemment, je parle de capture dans le sens où les économistes l'utilisent, c'est-à-dire un peu au sens étroit, on regarde un peu les liens financiers, on regarde les revolving doors, vous savez, ces mouvements d'aller-retour entre des positions dans la sphère publique, décisionnelle sur ces questions et à la tête des banques, dans les cadres dirigeants de banques et dans la finance, etc. Puis, je me suis intéressée à des liens plus insidieux, la capture intellectuelle, la capture cognitive, la capture par la complexité, etc. Quand j'ai commencé à écrire l'ouvrage, la ligne que je m'étais fixée, c'était de ne pas faire état de mes propres engagements parce que, disons qu'à la suite de la crise financière, il y a eu des demandes un peu inhabituel pour l'universitaire que j'étais. Moi, j'étais un peu dans ma tour d'ivoire jusque-là. Et donc, j'avais commencé un peu à m'engager sur ces questions-là. Et puis, à l'été 2017, j'ai lu Les Marchands de doute. Le bouquin que vous avez sûrement tous lu. Hein. Mais bon, moi, en tant qu'économiste, je ne l'avais pas lu. D'Oreskes et Conway. Donc, deux historiens des sciences qui décortiquent vraiment tous les canaux par lesquels
sur différents dossiers, hein, que ce soit DTT, trous dans la couche d'ozone, tabagisme passif, etc. Quels sont les moyens qu'ils utilisent pour instiller le doute, etc. Et en fait, ce qui m'a vraiment sidéré, c'est que tous les méthodes qui apparaissaient de manière récurrente au fil des chapitres, je les avais vues à l'œuvre dans la finance. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que, ne pas donner au lecteur le dessous des cartes, c'est-à-dire ne pas expliquer au lecteur, voilà comment concrètement il agit, voilà ce qui m'est arrivé, voilà. Alors, quand il s'agissait de moi, je l'expliquais. Quand il s'agissait de collègues, je ne donnais pas forcément le nom du collègue. Et parce que sinon, on participe à l'omerta d'une certaine manière. Et dans le domaine de la finance, c'est... Voilà. Et donc, l'idée, ça a été de donner les clés contextuelles. Alors, je vous en donne quelques exemples. Hein. Alors, ce n'est pas le cœur du livre. Hein. Simplement, j'ai 2-3 pages où j'explique un peu ça. Donc, typiquement, quelques exemples. Le dénigrement systématique du chercheur, de la chercheuse, qui nuit aux intérêts de la finance, en l'occurrence. Donc, un exemple, vous savez bien que la recherche contractuelle, malheureusement, c'est maintenant vraiment dominant. Et j'avais une de mes anciennes doctorantes qui était devenue maître de conf, qui avait un gros contrat de recherche avec une de nos grandes banques systémiques. Eh bien, les fonds, le conditionnement de l'octroi des fonds a été à ce que je sois supprimée de l'équipe parce que je n'étais pas une universitaire, ce qui est peut-être vrai, et peut-être pas une universitaire, suffisamment performante. Hein. Enfin, j'étais quand même au conseil scientifique de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Mais bon, voilà, ça n'allait pas. Le placement des hommes du lobby bancaire dans les ministères. Donc j'ai été très engagée après la victoire de François Hollande dans le débat sur la séparation des activités bancaires. Donc je faisais partie des quelques économistes qui vraiment ont essayé d'occuper le terrain. On n'était pas énormément sur ce point-là. Et on a tous été reçus au cabinet du Premier ministre par un jeune conseiller du Premier ministre pour le financement de l'économie, c'était ça son titre, qui s'appelait Monsieur Namias, Nicolas Namias. Il avait été débauché du groupe BPCE, il nous a tous reçus, à peine la loi passée, donc c'était avril 2014, donc vraiment à peine la loi passée. La loi vidait son sens, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument plus aucune séparation des activités bancaires, même hyper soft. Eh bien, il est retourné au comité exécutif de Natixis et il dirige maintenant le groupe BPCE. Autre argument que j'ai trouvé dans Les Marchands de doute et que j'ai vécu également, la présentation de contre-vérités comme des faits avérés et les répéter à l'envi. Alors typiquement, ça, Géza, tu es également soumis à ça, les banques disent toujours, si vous nous mettez trop de capital réglementaire, on ne peut plus financer l'économie. Le problème, c'est quand même que la plupart des travaux empiriques sur ces questions montrent l'inverse. Mais pour autant, c'est des sujets techniques. Vous enfumez très, très facilement des politiques sur ces questions-là. Et puis, à force de les répéter, voilà, tout le monde finit par y croire. Autre élément que j'avais trouvé dans l'ouvrage, le fait qu'une étude ou une loi ait un titre sans rapport avec le contenu de la loi. Eh bien, typiquement, on a une loi qui est passée, loi de séparation et de régulation des activités bancaires, dont je viens de vous dire qu'il ne sépare strictement rien. Et donc, moi, quand j'avais été auditionnée devant la commission des finances du Sénat, j'avais dit à son président, pas de problème, c'est vous qui légiférez, vous ne voulez pas séparer, mais ne mettez pas dans le titre, c'est un déni de démocratie. Le citoyen ordinaire, il ne comprend pas véritablement. Et donc, si vous appelez ça loi de séparation des activités bancaires, tout le monde croit qu'on a séparé les activités bancaires. Et ce qui m'avait été répondu, c'est « Madame, si vous n'êtes pas contente de Madame la professeure, si vous n'êtes pas contente de la manière dont nous légiférons, faites-vous élire. » C'est, voilà. Donc, évidemment, les arguments en termes d'emploi, de concurrence de place, etc. J'imagine que vous avez tous en tête également le soutien financier à des chaires, à des projets de recherche qui produisent une recherche qui peut être de très bonne qualité, mais qui fait diversion par rapport au centre, par rapport aux sujets vraiment centraux. Hein.
Alors, je ne fais pas de name and shame là, mais en finance, on en a aussi. Voilà. Et le blocage d'une nomination dérangeante. Alors là, j'ai un cas personnel. Alors là, il va falloir que vous me croyiez sur parole, hein, parce que c'est assez rocambolesque comme histoire. Un jour, je reçois un SMS d'un de mes anciens camarades de thèse que je n'avais pas vu depuis 20 ans, qui était à l'ESMA, qui me dit, voilà, le conseiller économique de Claude Bartolone veut ton numéro de téléphone pour te contacter pour une nomination. Je lui dis, écoute, tu tapes mon nom sur Internet, tu as immédiatement mon mail qui me contacte. Non, il veut ton numéro de téléphone. Je dis, bon, je lui donne mon numéro de portable. Le gars m'appelle, donc il m'appelle quasiment immédiatement. Le lendemain, rendez-vous à l'Assemblée nationale, dans son bureau. Il me dit, voilà, Claude Bartolone voudrait vous nommer au collège de la CPR. Donc le collège, c'est vraiment l'instance qui compte. Je lui dis, vous êtes sûr, vraiment? Ça m'étonne un peu, mais bon, voilà. Bon, donc on discute. Il me dit, vous inquiétez pas, j'ai déjà fait un super coup. Mais il me dit vraiment, j'ai nommé Thierry Philippona, qui a dirigé Finance Watch, une des plus grandes, grande, toute petite en réalité, ONG bruxelloise qui fait du contrôle-lobbying technique, avec qui je travaillais, à l'AMF, au collège de l'AMF. Donc c'était déjà Claude Bartolone, ça a de la gueule, vous allez voir, à la CPR. Je dis bon, allons-y, si vous voulez. Moi, je serais très contente d'être au cœur du réacteur et de voir comment ça se passe. Mais j'ai quelques doutes. Et puis, le temps passe. Puis, finalement, une autre économiste est nommée, qui ne travaillait pas du tout sur la banque, hein, une économiste du Trésor. Et il me téléphone, finalement, hein, en me disant, finalement, ça n'a pas pu se faire, etc. Bon, bref. Et donc là, évidemment, j'ai pris mon petit plaisir à lui dire, je pensais vous l'avoir dit quand même, qu'il y avait quand même très peu de chance. Et donc ça, typiquement, c'est également le blocage de nomination qui pourrait déranger, qui pourrait porter la contradiction et donc du coup la démocratie au cœur même des institutions dans lesquelles se prennent des décisions. Voilà, ça me semble être quelque chose qu'on doit avoir dans à peu près toutes les sciences sociales ou dures. Merci beaucoup, Laurence. Tu vas bientôt retrouver le micro, tu vas le récupérer parce qu'on va ouvrir notre troisième volet sur l'engagement, d'accord, sur les scientifiques engagés. Et dans ce que tu nous as relaté, on a déjà, au fond, abordé cette dimension engagement. Alors, il y a de la pluralité dans ce panel à travers les disciplines différentes que nous représentons, même si on est un peu en force en tant qu'économiste, Laurence et moi. En revanche, il y a vraiment quelque chose qui nous rassemble. Et il y a presque, je dirais, une unicité à ce niveau, c'est que tous autant que nous sommes, là, nous pratiquons une science. Je mets beaucoup de guillemets autour de la science pour économie, mais on ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui ici. Mais nous pratiquons une science ouverte sur la société, tournée vers la société. Et parfois, eh bien, ça se traduit en fait par des qualificatifs, des étiquettes qui sont posées sur nos personnes. C'est-à-dire qu'on dit de nous que nous sommes engagés, militants, militantes. Voilà, c'est ainsi qu'on nous qualifie, en particulier quand on prend position pour lancer des alertes, pour écrire des tribunes, participer à des lettres ouvertes et pour aussi, au fond, porter des recommandations de politique publique. C'est-à-dire que quand on donne à notre pratique scientifique cette dimension de prescription, de recommandation, très vite, en fait, nous tombons dans la catégorie des chercheurs ou des scientifiques engagés, et ça met le doute sur notre scientificité. Alors, voilà, dans ce troisième et dernier volet, j'aimerais qu'on discute ensemble de l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement scientifique? Est-ce que précisément ça nous éloigne de la science? Ou bien est-ce que ça fait de nous des scientifiques responsables, des scientifiques éthiques? Donc cette étiquette
hein, de l'engagement qui souvent nous discrédite en tant que chercheurs, n'est-elle pas au contraire une quête d'éthique, une éthique quête, bon, pardonnez le jeu de mots un peu facile, une éthique quête du scientifique. Et je vais redonner le micro à Laurence, parce que voilà, toi comme moi, on est souvent qualifié ainsi. Et c'est pas toujours facile en fait de vivre sereinement son engagement scientifique. Donc quelle est ta vision de cela, et quelle est la vision de l'engagement, la vision académique de l'engagement parmi les économistes, hein, pour ce que tu en sais, puis après on discutera entre nous. Alors, je trouve que c'est pas simple, hein. On l'a bien vu ce matin aussi dans la dernière table ronde. C'est pas simple, il y a beaucoup de coups à prendre en fait. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, en raison de l'acuité notamment de la crise écologique, hein, dans ces différentes dimensions, l'émergence crise écologique qui a des dimensions sociales, qui a des dimensions en termes de santé, on vient de le voir, etc. Il est important qu'on s'engage, je trouve, dans la société, hein. Surtout aujourd'hui où on a l'impression que, voilà, quand vous regardez les réseaux sociaux, un certain nombre de médias, que la vérité scientifique, c'est une opinion. C'est voilà, une opinion parmi d'autres, hein. Et ça devient très, très présent sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, on en a parlé un peu ce matin également, c'est porté par certains politiques, c'est porté par certaines communautés politiques. Alors, comme je l'ai dit, donc je vais essayer de parler un peu de mon expérience personnelle, hein. Pour moi, le basculement, ça a été la crise financière de 2007-2008, parce que très concrètement, voilà, ce sur quoi je travaillais depuis ma thèse quasiment, voilà, je me souviens, mon directeur de thèse, d'un coup de téléphone, c'était Michel Aglietta, qui nous a quittés il y a quelques mois, disant, Laurence, c'est la crise de ma vie. Oui, je comprends, moi aussi, c'est la crise de ma vie. Donc, voilà. Et donc, les gens comme nous qui travaillons sur ces questions, subitement, on a eu des sollicitations qu'on n'avait pas avant. Alors moi, par exemple, je ne sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone. Un jour, Olivier Ferrand, qui a été le fondateur du think tank Terra Nova, m'appelle pour me demander si j'accepterais pour le think tank Terra Nova d'animer un groupe de travail sur ces questions liées à la stabilité financière. Donc compte tenu de ce sur quoi je travaillais, compte tenu des coûts gigantesques de cette crise, j'ai accepté, et ça a été le début de l'engrenage, c'est le début d'un engagement beaucoup plus systématique et allant bien au-delà de Terra Nova, hein. En 2012, j'ai été contactée, pareil, par cette fois-ci Thierry Philippona, qui a été celui qui a fait la préfiguration, puis ensuite qui a dirigé Finance Watch. Et pareil, voilà, j'ai travaillé, à chaque fois c'est pro bono, hein, c'est pas travailler, hein, c'est aider. Voilà. L'Institut Veblen, l'Observatoire de l'éthique publique, la FNH, voilà. C'est des organismes dans lesquels je suis au conseil scientifique, au conseil d'administration, l'engagement est plus ou moins demandeur ou pas. Bon. Et donc ça m'a conduit, soit en mon nom propre, soit en accompagnement de ces différentes organisations de la société civile, de me prononcer en tant qu'économiste sur des questions, la séparation des activités bancaires, qui pour moi était le grand dossier, mais également l'achèvement de l'union bancaire, la régulation du shadow banking, voilà, et puis aujourd'hui beaucoup sur la question de finance et transition écologique. Et alors conserver de la légitimité dans son champ académique et une crédibilité dans sa propre communauté scientifique d'origine, en tout cas chez nous les économistes, ça ne va pas du tout de soi. Ça ne va pas du tout de soi pour nombre de collègues, et même des collègues que j'apprécie beaucoup, hein, le fait d'entrer dans l'arène du débat public, même quand vous fondez vos positions sur vos propres travaux de recherche ou sur des travaux de recherche, d'autres travaux de recherche, c'est un stigmate. Donc, c'est pas du tout valorisé d'abord dans les carrières scientifiques, ça c'est certain. Et d'ailleurs, moi, à tel point que, vous voyez, les sujets sur lesquels je suis font que mes doctorants, ils sont un peu comme moi. Et donc, en fait, je déconseille à mes doctorants, tant qu'ils n'ont pas une position
institutionnels établis, de ne pas faire le choix, en fait, de rentrer activement dans le débat public. L'idée que j'ai, évidemment, c'est que ça risque d'obérer dans un contexte, comme vous le savez, de rationnement très fort des postes, hein, ça risque d'obérer dans certaines communautés d'économistes la chance qu'ils auraient, la probabilité qu'ils aient d'accéder à un poste. Donc moi, ma conviction, c'est qu'il faut déjà avoir une carrière bien engagée, une réputation académique bien assise, pour assumer en fait le regard de la communauté, en tout cas du point de vue des économistes, hein, pour assumer cet engagement. Et à titre personnel, je ne regrette pas du tout. Hein, je ne regrette pas du tout cet engagement. Je récuse absolument l'étiquette d'économiste militante. Je ne suis pas militante. Je cherche juste à être une espèce de passeuse, si vous voulez, entre ma discipline et la vie publique, quoi, et la vie de la cité, disons. Donc la manière dont j'essaye de gérer ça, c'est de désamorcer le procès en illégitimité en essayant de continuer à publier à un rythme suffisant dans les revues qui sont reconnues par mes pairs et de manière à désamorcer en fait le procès en illégitimité. C'est une ligne de crête qui est compliquée à respecter parce que les engagements dans la vie publique, d'une certaine manière, enfin dans les débats publics, ça prend du temps et comme vous le savez, on en a de moins en moins parce que moi je suis plutôt en fin de carrière, donc je trouve que maintenant les charges administratives qu'on a, tout ce qui relève de la recherche sur contrat, sincèrement on est acculé par tout un tas de charges et donc c'est difficile en fait de trouver le temps pour tout faire. Pour autant, je ne regrette pas du tout ce choix. Pour moi, j'y ai même trouvé un mode de fertilisation. C'est-à-dire qu'en réalité, mes propres travaux de recherche, les sujets que j'investis se nourrissent en fait des débats que j'ai et des échanges que j'ai avec les organisations de la société civile. Je pense que les deux champs se valorisent mutuellement. Il y a un effet de feedback évident. Et l'autre, pour moi, effet majeur, en tout cas en tant qu'économiste, ça a été que je pense que j'aurais jamais eu d'aussi bons doctorants que ceux que j'ai si je n'avais pas une certaine visibilité. C'est-à-dire que j'ai des doctorants qui arrivent, des normaliens, des polytechniciens hyper bien formés, et ils viennent pour ça. Ils viennent parce qu'ils veulent mener une recherche qui a du sens, qui a, d'un point de vue sociétal, hein, et donc, bon, voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment un point tout à fait central, hein, parce que c'est eux qui vont être l'avenir de nos disciplines. Hein. Et là, je voudrais juste terminer en disant, la science économique, c'est une science sociale. On n'est pas une science dure. Et en fait, elle s'est construite dans un désencastrement avec l'éthique. L'éthique étant considérée comme éloignant de la scientificité. Et d'une certaine manière, les doctorants dont je vous parle là, ce sont des chercheurs qui souvent ont été formés dans des écoles d'ingénieurs, donc plutôt à des techniques de sciences plutôt dures, hein, mais qui cherchent en fait à mettre en conformité leurs recherches et leurs valeurs. Et en réalité, moi, finalement, ça me mène aujourd'hui à travailler sur le contenu d'éthique épistémique, c'est-à-dire les visions du monde qui sont véhiculées par les modélisations qu'on utilise, par les outils de gestion qu'on utilise, par le rapport au temps, par exemple, dans ma discipline, donc toutes les questions autour de l'actualisation, toutes les questions autour des modèles de risque, etc. Parce que je pense que ça, c'est fondamental, notamment dans une optique de bifurcation écologique. Comprendre qu'une des principales entraves, c'est le fait que des instruments, des méthodes apparemment qu'on utilise comme neutres, la comptabilité par exemple, en réalité, ça véhicule une vision du monde qui entrave le champ des possibles, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, je vois l'heure qui tourne. En fait, moi, je ne vois pas le temps passer. J'espère que c'est pareil pour vous. On va continuer avec Pierre-Yves Baudot, parce que, même chose, en fait, hein, tes travaux sur les politiques du handicap
évidemment, ne se limite pas à l'analyse de ces politiques. Tu es dans la prescription, dans la promotion de certaines mesures. Alors, est-ce que ça fait de toi un chercheur engagé, un chercheur militant? Comment est-ce que cet engagement est perçu par ta communauté scientifique? Est-ce que pour avoir une bonne réputation, le chercheur en sciences sociales doit rester dans sa tour d'ivoire à faire des statistiques, de l'économétrie, à travailler la donnée? Est-ce que quand il s'immerge dans la cité, quand il adresse sa science à la cité, est-ce qu'il fait autre chose que de la science? Alors, il faut répondre à tout ça en 5 minutes. Et après, j'aimerais bien redonner 5 petites minutes aussi la parole à Yamina. Merci. Question difficile. Moi, actuellement, j'aurais tendance, j'aurais un peu la prétention de me dire chercheur militant, mais à mon corps défendant, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de la science politique pour ne pas être militant. Ça renvoie à une histoire familiale que évidemment je ne vais pas vous raconter ici, mais qui m'a vacciné contre le militantisme politique, et faire de la science, c'était une façon de résoudre cette tension entre voilà, il faut que je m'intéresse au monde social et en même temps je ne peux pas faire de politique, donc comment faire? Je vais faire de la science politique. Alors c'est une trajectoire qui est très très différente de celle que peuvent emprunter beaucoup des étudiants qui font de la Sciences Po ou des sciences sociales, ou beaucoup de collègues qui sont venus à la science politique par leur militantisme politique et qui reconvertissent une partie de ce militantisme en sciences. Moi, c'est exactement tout l'inverse. C'est-à-dire que faire du militantisme, faire de la politique, c'est quelque chose qui m'est interdit, même si j'y travaille, hein, mais c'est globalement quelque chose d'interdit. Donc en fait, je me suis retrouvé un peu... moi, quand j'aimerais avoir une histoire noble à vous raconter... j'ai découvert la cause du handicap, de l'injustice, etc. C'est pas ça du tout. En fait, je me suis retrouvé en attendant un poste, en espérant un poste à l'université. Je me suis retrouvé à faire des formations dans une boîte qui faisait de la formation en collectivité locale. Et puis j'ai rempli un questionnaire, j'ai coché des cases. Dans quelle matière vous pouvez intervenir? J'avais un pote qui venait de commencer à bosser dans le handicap. Il y avait la case handicap. J'ai coché. Ils ont obtenu un contrat le mois d'après. Je me suis retrouvé à former la moitié des personnels des maisons départementales des personnes handicapées en France l'année suivante. Et en fait, en préparant ma formation, j'ai fait comme on fait. Enfin, j'ai tapé sur Kern, handicap, et puis il n'y avait rien en sciences politiques. Je me suis dit, bon, tiens, voilà un vrai sujet. Et donc, c'est pas du tout... après, j'ai compris pourquoi ce truc m'avait intéressé, mais sur le coup, j'y suis entré un peu sur le mode de l'opportunité professionnelle et surtout pour pas faire du militantisme. Mais je me suis aperçu assez vite que cette position-là était complètement intenable. Elle est intenable d'abord dans le champ académique, où je me souviens avoir envoyé une proposition de communication à un panel du congrès de l'Association française de sciences politiques qui s'appelait Discrimination. Bon, et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un truc sur... j'étais en train de bosser sur discrimination électorale des personnes handicapées. Et donc j'envoie une proposition de com. Et là, je reçois de la part alors je ne peux pas le nommer, je vais en nommer d'autres après, mais lui je ne peux pas le nommer, du spécialiste français de la question discriminatoire. Il me répond, c'est sympa Pierre-Yves ta proposition, mais le handicap c'est pas une discrimination, donc ça ne rentre pas dans le cadre de l'AST. C'est une inégalité, peut-être c'est une injustice, mais c'est pas une discrimination. Alors là je lui ai répondu 4 pages en disant écoute, non. Et je me suis dit voilà, il y a quand même quelque chose à faire. Ça veut dire que le simple, on m'a dit aussi le handicap, mais pourquoi tu travailles là-dessus? Je préparais l'agrégation de sciences politiques. Pourquoi tu travailles là-dessus? C'est pas un sujet de Sciences Po, le handicap. Et donc je me suis dit, en fait, si je veux exister, mais là, basiquement, au sens de position scientifique institutionnelle, il va falloir que je défende mon bout de gras. Et défendre le bout de gras, ça veut dire défendre la cause, quoi. Bon. Et donc je me suis retrouvé, pour pouvoir faire de la science, à défendre l'idée que ce sujet était une cause importante. Ensuite... je me suis retrouvé aussi engagé par la confrontation avec un certain nombre de positions, notamment par exemple, et là je vais citer un nom, par exemple je me suis retrouvé à écrire dans un petit bouquin qui s'appelle En finir avec les idées reçues sur le handicap, qui est publié aux éditions de l'Atelier. J'ai fait la conclusion qui s'appelle A-t-on laissé le handicap à la droite? Bon. Et j'écris, il existe effectivement des mobilisations à droite, notamment du côté des catholiques conservateurs et réactionnaires, une nébuleuse de mobilisation qui vise à créer une forme de solidarité sociale
à l'intérieur d'un monde choisi, sélectionné, qui correspond en gros à l'espace de la paroisse, quoi. Bon. Et là, je reçois un mail, et donc je nomme les gens qui sont membres de cette configuration, donc l'association Fratrie, qui fait des logements pour personnes déficientes intellectuelles, et les cafés joyeux. Les cafés joyeux, c'est les petits cafés jaunes qui sont vendus dans vos supermarchés, et qui sont gérés donc qui ont été fondés par quelqu'un qui s'appelle Yann Bucaille, qui est membre de la communauté de l'Emmanuel, qui est une communauté charismatique. C'est des gens qui pensent parler en langue, donc ils commencent à faire des séances de trance, puis ils parlent dans des langues qu'ils ne maîtrisent pas, pour raconter un peu le truc. Et il me convoque dans son bureau en me disant nous avons perdu 2 prospects, donc Carrefour et Casino, nous avons perdu 2 prospects qui refusent de distribuer, c'était faux évidemment, mais qui refusent de distribuer nos produits parce qu'il est écrit que nous appartenons à la nébuleuse réactionnaire conservatrice. J'ai compris que ce qui l'avait choqué, c'est que je l'avais assimilé à un réactionnaire, alors qu'en fait, lui se vit comme catholique, membre de l'Église Vatican II, et pas un catholique traditionnaliste réactionnaire. Bon. Parce que l'Emmanuel est dans Vatican II, là où réactionnaire se situe hors de Vatican II. Bon, bref, j'ai compris que c'était ça qui lui avait posé problème. Et donc, pendant 2 heures, dans son bureau, il m'a menacé de poursuite judiciaire et de faire pilonner l'intégralité des livres restants non vendus par cette petite maison d'édition, les éditions de l'Atelier, qui évidemment n'ont pas les moyens de subir un tel cataclysme. Et donc je me suis engagé dans une prochaine édition dont je sais qu'elle ne verra jamais le jour. Je me suis engagé à changer cette phrase de telle sorte que son implication soit moins visible. Voilà, victoire à la Pyrrhus de sa part, défaite massive de la mienne. Donc je me suis retrouvé engagé quand même. Et je me suis retrouvé aussi engagé, en fait, et c'est surtout ça que je voudrais dire, je me suis retrouvé aussi engagé par rapport aux enquêtés qui sont les miens. En fait, dans le champ des recherches sur le handicap, qui est un champ en plein développement, se développent des techniques de recherche participative qui sont extrêmement longues et coûteuses pour les chercheurs et chercheuses qui s'y engagent et qui ne sont pas des techniques que j'utilise moi pour tout un tas de raisons, notamment épistémologiques, mais que je n'utilise pas. Et en fait, je choisis de ne pas être dans une logique d'extractivisme sociologique, c'est-à-dire de construire ma carrière sur le récit que font des personnes qui sont dans des situations de très très grande vulnérabilité, de très grande précarité, en essayant de porter le sujet. Bon. Porter le sujet, ça peut être à l'issue d'un entretien de décrocher un téléphone pour contacter d'une des personnes que je connais dans le secteur pour sortir la personne de la situation dans laquelle elle se trouve. Ça peut être aussi, par exemple, le travail que je fais en ce moment, d'intermédiation pour arriver à me glisser dans les espaces politiques dans lesquels se décident un certain nombre d'éléments sur les politiques du logement en faveur des personnes handicapées. Donc là, je suis en train d'essayer de grappiller une participation au groupe de travail qui travaille sur logement et handicap pour concevoir la prochaine conférence nationale du handicap, qui est le grand lieu de production réglementaire en matière de politique du handicap et qui se tient tous les 3 ans. Donc en fait, je ne suis pas engagé, mais j'ai été engagé et je pense nécessaire en réalité d'assumer ce statut. Parce que vu les situations qu'on doit défendre, il me semble difficile de prétendre qu'on ne fait pas de l'engagement, quoi. Merci. Alors, on va boucler la boucle et on va terminer avec toi, Yamina. Pendant la préparation, tu m'as dit, en réalité, tout le monde est engagé, mais au fond, l'engagement est complètement transparent lorsqu'il épouse le mainstream et il devient stigmatisant quand il s'en écarte. Et c'est particulièrement vrai dans tes sujets sur la transition. En matière de transition écologique, si on prescrit des solutions de marché, on n'est pas engagé. Si on prescrit des solutions hors marché, là, on est quand même dangereusement militant. Alors, tu as 3 minutes pour terminer là-dessus, parce que ce serait quand même pas mal. Ouais, c'est ça. Oui, mais ce serait bien qu'on puisse prendre quelques questions dans la salle. Et si on veut avoir au moins 5 minutes d'échange, il faut que ce soit rapide. Merci. Alors, pour continuer sur le GIEC, j'ai encadré l'année dernière une étudiante, Anna Diaz-Vidal, son nom. Elle a travaillé sur le rapport 3 du GIEC. Elle a regardé, justement parce que j'enseignais déjà à Sciences Po sur ce qu'il y a dans le rapport du GIEC, elle a regardé qu'est-ce qui ressort dans le rapport du GIEC. Et elle a trouvé, le titre de son mémoire, il devrait être bientôt en ligne, « Summarizing is Power ». Et donc, elle a trouvé que elle a catégorisé les différents concepts et elle a trouvé que les concepts liés à market, technology, c'est ça qui dominait le narratif du rapport.
Il y avait bien sûr des choses sur policy intervention, etc. Mais en fait, le rapport était quand même dominé par Market, beaucoup dominé par Market. Et, en fait, son travail m'a permis de comprendre mon malaise dans ce groupe-là. Et après, elle regarde dans le résumé pour décideurs qui, lui, est adopté ligne par ligne, mot par mot par les représentants des gouvernements. Et là, elle trouve que là, c'était un peu différent. En fait, la policy intervention, parce que c'est quand même des gouvernants, il faudrait qu'ils aient quelque chose à faire et puis qu'ils aient contrôle. Donc, en fait, il y a un petit peu plus de policy intervention qui intervient là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là? C'est pour ça qu'au début, je vous ai expliqué comment est-ce que le rapport du GIEC se fabrique, qui est derrière, en fait. Mais parce qu'il y a de l'endogamie, tout simplement. Il y a de l'endogamie dans les milieux de recherche, dans tous ces rapports-là internationaux. Il y a de l'endogamie. Et donc, en fait, les gens, vous faites partie de ce groupe-là, de cette communauté. Dans la communauté, on est dans des silos. Et vous faites partie de cette communauté-là. Ce qu'on a regardé après dans un article, c'est qui sont les auteurs, les liens entre les différents auteurs. Eh bien, on trouve que finalement, un rapport qui est censé être écrit par, on va dire, 800 ou je ne sais pas combien d'auteurs, ben, finalement, il est écrit par 4 ou 5 communautés. Et ça s'applique à tous les groupes, parce que tout le monde parle du groupe 3, mais en fait, ça s'applique aux autres groupes, et même le groupe 1 qui se prétend neutre, parce que c'est des sciences dures. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et donc, tous les autres, eh ben, comme c'est le mainstream, c'est ça qu'on retrouve partout, c'est pas considéré comme du militantisme, mais c'est du militantisme, ça. Et c'est pour ça que c'était très dur de faire admettre la sobriété, parce qu'elle remet en question tout ça. Et c'est pour ça, moi je pense, alors moi, l'un de mes engagements publics, c'était quand j'avais travaillé sur le traité de la charte de l'énergie. Moi, je me considère plutôt engagée que militante. Moi, je n'irai pas mettre de la peinture sur le bâtiment de Total. Et par contre, j'ai travaillé sur le traité de la charte d'énergie qui protégeait les investissements étrangers dans les énergies fossiles, dans la production, y compris dans les énergies fossiles. Pour objectif, j'avais fait une analyse et j'étais arrivée à la conclusion que cet accord-là était contraire à nos objectifs climatiques et qu'il fallait qu'on s'en retire. Et donc, j'ai aidé les ONG à monter une campagne pour qu'on se retire. Et j'ai gardé le même argument tout le temps. Et finalement, ils se sont retirés. Ben ça, c'est de l'engagement. Mais moi, je me dis, peut-on avoir les connaissances que l'on a, savoir l'état dans lequel est la planète, vers quoi on va y aller, et ne pas s'engager? Ben, la réponse pour moi, c'est non. Et moi, les jeunes étudiants qui viennent me voir, c'est un peu comme Laurence, ils viennent tous me voir. J'ai tellement de demandes d'encadrement que je ne peux pas prendre tout le monde. Et ils viennent, ils me disent, parce qu'on veut faire quelque chose qui a du sens, et toi, tu n'as pas peur. Et moi, je leur dis, alors ils me disent comment ça se passe. Je leur dis, il faut que vous sachiez une chose. Au départ, quel que soit le sujet sur lequel vous vous engagez, vous allez être au mieux 2 ou 3 chats. Mais au pire, vous allez être tout seul. Ça, c'est dur à vivre. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de structure. Quand j'ai travaillé sur le traité de la charte de l'énergie, j'ai été harcelée, j'ai perdu mon job, je me suis retrouvée sans revenu, etc. Il n'y avait aucune structure pour m'aider. Il n'y avait personne pour m'aider. Et donc, vous vous retrouvez tout seul. Et moi, je pense que la vraie question pour les scientifiques, en particulier, moi je parle de la question écologique, étant donné là où on va aller, on sait qu'on va aller vers une catastrophe humaine, et donc il faudrait qu'on s'organise de façon à ce que ceux qui ont, parce qu'il faut être solide moralement, etc., qui ont envie de s'engager, d'aller sur le front en premier, qu'ils soient soutenus. Moi, je ne dis pas aux jeunes, ne vous engagez pas, je leur dis les risques quand on s'engage. Et après, c'est à eux de voir. Mais il faut se soutenir et il faut qu'on s'organise de façon à ce que, qu'on devienne mainstream ou qu'il y ait au moins un équilibre. Parce que là, il y a un déséquilibre énorme. Moi, je me retrouve souvent face à des gens, dès que je leur dis qu'il faut, par exemple, j'ai longtemps travaillé sur la rénovation énergétique, et la rénovation énergétique, tout ce qu'on fait, c'est donner de l'argent à ceux qui ont déjà de l'argent pour se faire plus d'argent. Et en fait, on ne fait pas ce qu'on devrait faire d'un point de vue social et d'un point de vue énergétique, écologique, etc. Et chaque fois que je dis, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, et j'avais proposé, quand j'étais à la Commission européenne, j'avais proposé de mettre tout l'argent européen, donc j'avais fait tout le calcul, dans un fonds qui serait un fonds rénovation, et qu'on utiliserait uniquement pour de vraies rénovations profondes, et pas pour des rénovations pour changer un petit carreau. Et chaque fois que je fais ça, tout de suite, on me dit, tu es communiste. Moi, je dis, ben non, je ne suis pas communiste. Et chaque fois, je leur dis, mais si seulement vous avez lu ce que c'est que le communisme, parce que le communisme, pour eux, c'est Staline. Est-ce que vous avez lu le communisme? Vous avez lu les livres, l'histoire du communisme derrière?
Mais je pense qu'il faut... Moi, je ne décourage pas les jeunes à s'engager. Je ne pense pas être militante. En fait, je ne me définis pas comme militante. Je suis engagée et je me dis que ne pas s'engager, c'est ne pas être humain. Aujourd'hui, dans mon métier, dans mon domaine d'expertise, je ne sais pas pour les autres domaines, parce que la crise écologique, ça va être des millions... Enfin, l'état de la planète est tel que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est du damage control. Et donc, il y a si on continue avec les politiques actuelles, c'est foutu pratiquement pour tout le monde, c'est juste une question de temps, à quel moment ça va se faire. Mais si on se bouge pour changer les politiques, et il faut changer les politiques, parce que la crise écologique, c'est d'abord une crise politique, ce n'est pas une crise de comptabilité carbone, hein. On l'a dépolitisée avec la comptabilité carbone, qui est une erreur. Je finis tout de suite. Et en fait, c'est une crise politique qui ne peut être résolue que par le politique. Mais le politique a besoin d'être informé par la science. Et lorsque, en tant que scientifique, j'informe le politique, je ne fais pas de la politique au sens d'un élu, mais je fais de la politique aussi, mais au sens d'informer le politique. Et après, la vraie question, parce que pourquoi je continue à le faire et que j'encourage les jeunes à le faire et que je pense qu'il faut qu'on s'organise pour se protéger et pour protéger les jeunes en particulier, parce que en fait, la vraie question écologique, c'est ce n'est plus ce n'est plus est-ce qu'on peut l'éviter ou pas, on ne pourra pas l'éviter, c'est trop tard, c'est le nombre de morts, c'est limiter les dégâts en fait. Et il faut se dire que sommes-nous prêts émotionnellement, intellectuellement, à vivre avec des morts sur les trottoirs de Paris? Moi, non. Je ne sais pas pour vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, on pourra conclure, je crois, en disant que nous faisons tous de la science politique et que notre engagement est une étiquette en 2 mots et pas en un seul. Mais place quand même à vos questions. On a peu de temps, je suis désolée, hein, on a un peu débordé. Mais quelques questions, j'espère. Il y en a. Merci. Bonjour, je suis Gaëlle Vitali-Derrien de la Société française de physique et pour Monsieur Baudot, je suis aussi à la commission éducation enseignement supérieur du CNCPH. Donc je représente le réseau des jeunes de la Société française de physique. Ma question, elle revient sur ce que vous disiez, Yamina, sur comment est-ce qu'on peut structurer et muscler cette place des scientifiques dans le débat public, structurée dans le sens où elle pourrait engager les différents profils scientifiques. On a beaucoup parlé de la jeunesse et je vous en remercie, mais il y a un challenge à justement faire l'équilibre entre notre engagement, nos positions qui ne sont pas forcément stables en CDD, notre recherche du CDI, mais également avec des profils scientifiques qui n'ont peut-être pas autant de clés que vous et qui ont beaucoup de poids sur les épaules. Vous le disiez, Laurence, le poids des responsabilités administratives. Est-ce que vous avez justement des idées de levier ou de bonnes pratiques qui permettraient de vraiment avoir de fédérer les scientifiques collectivement et de sortir de la logique de silo dont vous parliez, Yamina? Merci. On prend plusieurs questions et puis où on répond au fur et à mesure. Quelques-unes. Voilà. Oui, David Chavalarias. Juste une remarque sur les mots engagés et militants, parce qu'effectivement, nous, par exemple, quand on a fait aussi notre truc, on a dit, voilà, c'est des chercheurs engagés, militants. En fait, il faut voir qu'il y a une bataille sémantique autour de la manière d'appeler. Et si vous regardez comment, par exemple, l'extrême droite fait autour de la liberté d'expression, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère les mots, elle les martèle, elle lui donne leur sens. Et nous, je pense qu'on a intérêt à dire oui, on est engagé, même on peut être militant, mais ce n'est pas la même chose que l'engagement politique. On n'est pas là pour gagner du pouvoir, on est engagé auprès de l'intérêt collectif, on est engagé pour faire repousser la connaissance. Et si on précise le sens, personne ne peut vous reprocher. Oui, on est engagé parce qu'on travaille des heures gratuitement, on fait 2 fois le nombre d'heures, parce qu'on pense que c'est important qu'il y ait moins de gens qui meurent en 2050 des vagues de chaleur. Ça, c'est de l'engagement et c'est du dévouement à l'intérêt collectif. Et c'est différent de l'engagement et militantisme politique au sens de ceux qui nous critiquent, qui eux sont aussi engagés et politiques et militants, mais d'un point de vue politique, au service de leurs propres intérêts. Et donc, je pense qu'on peut, en tout cas dans certains cas, donc je pense qu'on peut tout à fait récupérer le mot et même le marteler, mais en le précisant.
Et ça peut être une manière en fait de désamorcer en fait la critique, c'est-à-dire oui, ok, on est engagé, oui, effectivement, on travaille même gratuitement, mais c'est auprès de l'intérêt collectif et c'est pas auprès d'intérêt personnel. Bon, je peux dire un mot. Oui, Donc, je suis Michel Leduc, je suis une physicienne, je travaille, je suis retraitée du CNRS, mais je travaille encore dans cette maison. Et je voudrais dire un petit mot d'éthique à propos de ce qu'a fait le comité d'éthique du CNRS, donc, qui s'appelle le COMES, et dont j'ai été présidente un certain temps. Je voudrais dire qu'il a publié un avis. Alors, le comité d'éthique du CNRS est complètement indépendant de l'institution, mais on espère qu'il est écouté quand il fait des avis. Et il n'a pas été démenti sur l'avis qu'il a fait, là, il y a seulement 2 ans, et qui s'est appelé « Entre liberté et responsabilité, l'engagement public des chercheurs et chercheuses ». Et c'est un avis qui a beaucoup surpris, parce qu'il disait, contrairement à ce qu'on pensait, on disait au CNRS, il faut que les chercheurs fassent leurs travaux et restent neutres quand ils communiquent. Et en fait, là, cet avis dit autre chose. Il dit les chercheurs peuvent communiquer et sortir de leur neutralité et se présenter comme militants à condition qu'ils disent bien d'où ils parlent et ils peuvent se revendiquer du CNRS, donc leur institution, en disant simplement moi je sais cela par mes travaux et je milite d'un autre côté pour le climat, ou d'un autre côté, mais je vous le dis en tant que chercheur et je me permets de vous signaler, etc. Donc en disant bien d'où ils parlent et c'est un avis qui a beaucoup frappé parce que jusqu'à cet avis-là, on avait les consignes différentes en tant que chercheur. Ne mettez pas que vous êtes physicienne du CNRS quand vous parlez pour l'Union rationaliste ou pour une... Merci beaucoup. Une dernière question et puis après on y répond. Alain Fischer, je suis médecin-chercheur. À côté du mot militantisme et du mot engagement, il me semble qu'il y a le mot expertise qui peut-être a manqué un tout petit peu. Et c'est en point avec votre intervention. Il me semble que ce qui manque beaucoup dans notre pays, c'est une organisation de l'interface entre l'expertise scientifique qui peut être associée à des degrés d'engagement éventuellement de militantisme, mais pas forcément, ça dépend des disciplines. Mais il y a un défaut d'organisation de l'interface entre l'expertise scientifique et le monde politique. Il y a quelques exemples de pays, j'ai en tête le Canada, je ne dis pas que c'est idéal ce qui se passe au Canada, mais où il existe par exemple en franglais un Chief Scientific Officer qui est absolument indépendant du pouvoir politique, mais qui en même temps a une forme de confiance, d'écoute et de travail en bonne entente, mais qui peut être évidemment objet de controverse et que les politiques ne suivent pas ce que dit le Chief Scientific Officer et les gens qui sont derrière, mais je pense que c'est une approche intéressante à considérer et dont nous manquons totalement. Merci beaucoup. On répond. Donc, il y avait une question sur les leviers pour fédérer les scientifiques. Et je crois que c'était plutôt tourné vers toi, Yamina. Il y avait une remarque sur la bataille sémantique autour de l'engagement. Bien préciser qu'il s'agit d'un engagement pour l'intérêt général. Donc, préciser le sens. L'avis très intéressant évoqué par Madame sur l'éthique, sur la possibilité de l'engagement public des chercheurs à partir du moment où on dit d'où on parle. Et puis votre remarque sur l'expertise et sur l'interface nécessaire entre l'expertise scientifique et les politiques. Mais j'espère qu'on a éclairé ça un peu quand même. Voilà, je vous laisse répondre. Donc Yamina, peut-être sur les leviers. Moi, quand j'avais travaillé sur le traité de la charte de l'énergie, je m'étais rendu compte qu'il nous manquait quelque chose. Enfin, il n'y avait pas d'endroit, il n'y a pas de structure, il n'y avait rien pour m'aider. Et à ce moment-là, je m'étais dit, moi j'avais déjà 15 ans d'expérience, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui peut se produire dans la tête d'un jeune qui vient juste de sortir de l'école et qui n'a pas en fait l'expérience de vie que j'avais. Et à cette époque-là, j'avais des économies, donc qui n'auraient pas les économies pour pouvoir vivre pendant 1 an ou 2 sans revenu. Et donc, je pense que cette structure-là n'existe toujours pas. Ce dont je me suis rendu compte quand après j'étais accusée de militante, etc., c'est qu'en vérité, moi, j'ai toujours travaillé dans l'interface entre science et politique. Mais
lorsque vous voulez postuler pour quelque chose dans le monde universitaire, je ne valorisais pas my policy impact. Aujourd'hui, j'ai rajouté une section dans mon CV, policy impact. Et bien là, en fait, j'ai dû retourner dans ma carrière et finalement, j'ai vu qu'à chaque fois que j'ai travaillé, chaque projet sur lequel j'ai travaillé, c'était lié à une politique publique. Et non seulement c'était lié à une politique publique, mais en plus, qui a encore de l'effet. Alors, ça n'a pas toujours été parfait, ça n'a pas toujours été comme je l'avais pensé au départ, mais je ne l'avais pas valorisé. Donc déjà, le fait de ne pas l'avoir valorisé, je ne considérais pas ça comme important. Et aujourd'hui, je valorise ça et j'encourage les jeunes à valoriser ça. Moi, mes doctorants, tout ce qu'on fait avec eux, en fait, je travaille avec eux leur plan de carrière et je leur dis, bon ben ça, c'est pour l'académique, il faut faire telle et telle publication dans tel et tel journal si jamais vous voulez faire une carrière académique. Et pour être légitime sur le plan académique. Après, si ils sont tous un peu engagés, chacun à sa façon, et ben pour ça, voilà, les policy impact qu'on pourra avoir à partir de vos travaux, comment est-ce qu'on fait la partie policy impact. Et je pense qu'il faut qu'on forme déjà les jeunes et qu'on les autorise, qu'ils ne soient pas brimés comme ma génération a été brimée. Moi, je suis partie de la génération qui a été brimée par cette confusion entre neutralité et objectivité. La science, c'est objectif, ce n'est pas neutre. La science n'a jamais été neutre. Si la science avait été neutre, on n'aurait pas eu le zoo humain au jardin d'acclimatation. La science a toujours été politique, en fait, au politics, au sens de politics. Et donc, parce qu'il y a toujours eu cette confusion-là, et du coup, on nous parle encore de neutralité, alors qu'en vérité, c'est d'objectivité. Et moi, je pense, enfin, aujourd'hui, j'en suis convaincue, à chaque fois que j'entends un scientifique qui vient me justifier ce qu'il dit par le fait que ce sont des faits, rien que des faits, mais les faits ne sont pas neutres. Les indicateurs que l'on choisit ne sont pas neutres. Les outils que l'on choisit ne sont pas neutres. Les modèles que l'on utilise ne sont pas neutres. Moi, j'ai conclu que, par exemple, je travaille sur la colonialité des modèles, des scénarios qui visent le 1.5, les scénarios climatiques. C'est parce que derrière, il y a des idées derrière qu'on véhicule, qu'on garde avec nous. Tout ça, rien de tout ça n'est neutre. Et pour moi, à chaque fois que j'entends un chercheur me parler de ce que je dis est neutre parce que j'utilise que des faits, je me dis, ce chercheur-là, il s'éloigne de plus en plus de l'objectivité et ce qu'il fait, c'est se protéger. Et donc, au lieu de nous protéger individuellement, on doit protéger la science, enfin, on doit protéger les scientifiques et en particulier les jeunes scientifiques. Nous qui avons de l'expérience, je pense que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis des jeunes, les encourager à s'exprimer et les protéger pour qu'ils aient des postes, etc. Moi, quand j'étais à l'Agence nationale de l'énergie, et je vais finir là-dessus, j'avais à un moment donné, je devais recruter, je devais faire un recrutement, et j'avais une jeune chercheure britannique. Elle avait fait d'abord de la photo, elle avait travaillé comme infirmière, et puis après, elle est allée faire de l'anthropologie. Moi, j'ai trouvé son parcours excellent. Tous mes collègues m'ont dit, mais t'es complètement folle. Mais je suis allée défendre Charlotte, la candidature de Charlotte, et on a recruté Charlotte. Mais elle a fait un travail incroyable, Charlotte. Parce qu'elle ne rentrait pas dans le moule. Mais elle était juste excellente, cette fille. Et Charlotte, plus tard, je l'ai revue plus tard à Londres, et elle me dit, parce qu'elle était partie à une conférence à laquelle que je lui avais proposé, et là, elle rencontre celui qui est devenu le papa de ses enfants. Donc, elle m'avait invitée à dîner à Londres, elle m'a dit « You changed my professional and private life ». Et alors que j'avais une résistance incroyable dans mon équipe et de la part des ressources humaines pour pouvoir la recruter. Et donc, c'est par ces choses-là qu'on arrive. Il faut, en anglais, il y a un mot que j'aime bien, il se traduit mal en français, je trouve, empowering. Empowering the young people. En français, on dirait armée, j'aime pas trop le mot armée, mais empowering the young people, en fait. Réaction des uns et des autres sur notamment la bataille sémantique ou d'autres Deux petits éléments très rapides. La première, c'est sur, engagé pour l'intérêt général, mais je pense qu'en tout cas, par rapport à mes recherches, je pense que l'un des enjeux porte sur la question de la définition de l'intérêt général. C'est-à-dire, il s'agit de voir de l'intérêt général pour qui, de qui, comment. Et tout scientifique pourrait se dire engagé pour l'intérêt général. Le scientifique qui bosse à la direction générale de l'armement, comme le sociologue du handicap, pourrait tout à fait se dire qu'il travaille de la même façon pour l'intérêt général. C'est de quel type d'intérêt général on parle, de comment il est défini, quelle est la procédure qui va le définir, et à quel résultat intervenir. Donc je pense que quand on dit on travaille pour l'intérêt général, c'est encore un peu insuffisant. Je pense qu'il faut aller un tout petit peu
au-delà et donc avoir par exemple des positions normatives en termes de justice sociale, de lutte contre les inégalités, d'inclusivité du monde social, etc. En tout cas, je pense que... Et après ça, la question de l'expertise, pour répondre à Alain Fischer, la question de l'expertise, elle n'était pas mentionnée, mais en fait, tous les titres à parler dont je peux, moi, me prévaloir dans les instances dans lesquelles j'interviens sont fondés sur mon expertise scientifique. C'est-à-dire que je me serais jamais retrouvé aux endroits dans lesquels je me suis retrouvé si j'avais pas pour moi un titre universitaire et des publications académiques. Bon. Donc c'est sur cette expertise qui est basé le titre à parler que je mobilise dans ces espaces-là. Et après, quand on travaille dans un secteur qui est comme celui des politiques sociales, ce secteur-là, il a été fondé intégralement sur la coalition et la convergence entre une démarche scientifique de production statistique sur le monde social et des politiques publiques. Et historiquement, le secteur des politiques sociales est fondé par des gens qui vont être tout autant investis dans les politiques sociales de l'OCDE que dans la production des premiers référentiels ou premiers manuels d'analyse des politiques sociales. Donc en fait, ce secteur de politique sociale, il est empli de lieux dans lesquels s'effectue cette transmission, cette mise en relation, transmission c'est peut-être pas, mais mise en relation des savoirs académiques et des savoirs. Donc moi, le nombre de propositions pour siéger dans des conseils scientifiques divers et variés que je reçois par an est proprement délirant parce qu'on est très peu sur le secteur et en fait, il y a beaucoup d'espaces, il y a énormément d'espaces dans lesquels j'ai l'occasion et mes collègues ont l'occasion de dire tout un tas de choses de ce qu'ils font. La question, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils arrivent à faire passer, comment c'est reçu et qu'est-ce qu'il en reste une fois qu'on est sorti de la salle de réunion de ce conseil scientifique. Mais pour le coup, là, en politique sociale, les savoirs de sciences sociales, de sciences humaines sont plutôt correctement reçus, quoi. Là, ils sont très fortement concurrencés par d'autres dynamiques, notamment les sciences cognitives, qui jouent en matière de protection sociale un rôle extrêmement important et qui sont pour moi un savoir concurrent, voilà, donc ma bataille elle est plus là-dessus, mais en tout cas j'ai pas de difficulté particulière à entrer en contact, j'ai même plutôt une difficulté inverse qui est celle de limiter les sollicitations dont l'administration me recouvre régulièrement. Laurence, Luc, mais vraiment 1 minute chacun. Non, je suis tout à fait d'accord à ce qui a été dit là sur la précision de ce que c'est que l'engagement, etc. Je voudrais quand même rappeler que dans les marchands de doute, il y a des scientifiques qui sont payés pour et qui participent, certains scientifiques participent. Donc c'est vrai que le fait de dire, de clairement afficher, je m'engage pro bono, en réalité d'une certaine manière, aux côtés d'ONG, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a toujours ce flou quand même. Est-ce que vous êtes payé pour faire ces choses-là, etc. Et quand vous lisez justement le bouquin Les marchands de doute, vous voyez bien que le doute, il est instillé quand même. Certains scientifiques participent. Parfois à leur corps défendant. Je veux dire, celui qui travaille sur le rôle des frelons asiatiques dans la destruction des abeilles, il est invisible peut-être le rôle des pesticides, mais je veux dire, c'est un vrai travail scientifique. Donc, je veux dire, il y a cet aspect-là, et je trouve que ça recoupe l'argument, alors hors de la science, mais vous savez, quand on vous dit oui, telle ONG c'est un lobby, non, telle ONG c'est pas un lobby, parce que si elle gagne son combat, elle n'augmente pas ses revenus. Alors qu'un groupe d'intérêt, un lobby, quand il gagne son combat pour l'affaiblissement d'une réglementation, il augmente ses revenus. Donc la question effectivement de l'intérêt personnel et de ce qu'on peut en tirer pécuniairement est fondamentale pour mettre cette frontière entre l'engagement et les intérêts autres. Tout petit mot pour conclure ? Non, très court. Parce que ça serait ouvrir un autre débat. Il me semble, et peut-être M. Fischer serait d'accord avec moi, je ne sais pas, c'est que l'échange qu'on vient d'avoir, militants, engagés, est peut-être un petit peu différent de vision d'angle dans ce qu'on appelle les sciences dures, voire dans les sciences médicales auxquelles nous appartenons. Mais ça, c'est ouvrir un autre débat pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous.